Salut les copains, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans un petit podcast qui, je pense, ne sera pas un petit podcast. Voilà, on va parler de qu'est-ce que c'est être au pair, comment on fait pour être au pair. Il y a plein de choses que j'ai envie d'aborder parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions depuis que j'ai commencé à faire ça, en sachant que moi j'ai plusieurs expériences dont je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais voilà, il y a énormément de gens qui m'ont posé plein de questions justement sur ce sujet-là. Et donc je trouvais ça intéressant d'en faire carrément un podcast et d'aborder toutes les questions, tous les sujets qui peuvent être utiles quand on veut se lancer dans une telle expérience. Voilà, alors déjà pour casser un peu le cliché, être au pair, c'est très féminisé, il y a énormément de gens qui pensent que c'est seulement les femmes ou les filles qui peuvent le faire. Voilà, c'est absolument pas vrai. Si jamais vous êtes un mec, vous avez envie de voyager, être bro au pair, donc pour le coup ça s'appelle bro au pair, ce qui en gros veut dire genre un peu... Enfin je sais pas, moi je l'entends un petit peu comme être frère au pair. Mais bref, tout simplement, être au pair, c'est garçon-fille, féminin, masculin. Il n'y a pas trop de genre attitré et exact pour être au pair. Donc, pour les garçons qui aiment voyager, etc., ça peut aussi être une très très bonne option sur votre CV, sur votre expérience. Et voilà, c'est exactement pareil pour les filles et pour les garçons. Donc voilà, je trouvais ça important de le préciser parce que c'est vrai que généralement c'est plus les filles qui s'y intéressent. Et je pense que en vrai c'est dommage que les garçons fassent un peu omission de ça parce que c'est quand même une très bonne expérience. Et en soi, voilà, c'est très cool pour aussi les bros au pair, quoi. Donc voilà. Bref, pour aborder un peu plus mon expérience, pour vous donner un petit peu quelques petites fourchettes de là où je me place. Concrètement, moi, j'ai eu deux expériences très très différentes sur fille au pair. J'en ai vécu une à Londres il y a quelques années, donc il me semble que c'était en 2022-2023. Je suis partie vivre à Londres pendant 2 mois et j'ai vécu dans une famille. Alors, j'étais pas à Londres centre, j'étais, pour ceux qui connaissent un petit peu plus Londres, etc., j'étais plus à Hampton Court, ça s'appelle. C'est littéralement un petit village à 30 minutes en train de Londres centre. C'était quand même hyper avantageux parce que tous les week-ends j'allais à Londres et c'était vraiment super cool. J'étais dans une famille qui m'a énormément marquée puisque à l'heure actuelle où je parle, c'est toujours ma seconde famille. J'ai vécu une expérience qui m'a vraiment changée, que ce soit pour moi-même, mais aussi au niveau des rencontres. J'ai fait des rencontres qui littéralement ont changé ma perception des choses et ma perception de vie, tout simplement. Mais donc voilà, je m'occupais de deux petits-enfants, donc de 6 et 8 ans, dont l'un a eu 7 ans quand j'étais sur place. Mais voilà, concrètement, c'est un petit résumé de mon expérience à Londres. J'ai vécu de fin mai à fin juillet et je suis rentrée début août en France, donc il me semble août 2023, si je me trompe pas, ou août 2022. Ouh là là. J'ai l'impression que j'avais 5 ans quoi. Quand j'en parle, je me sens tellement vieille. Mais bon, bref, pour parler de mon expérience actuelle, donc là actuellement ça va bientôt faire 8 mois que je suis aux États-Unis. Là actuellement j'habite à New York Centre, je suis vraiment dans Manhattan. J'habite à côté du Met, pour ceux qui ont un petit peu la référence du Met Gala, etc. Je suis à côté de Central Park, enfin je suis très très bien placée. Actuellement dans ma famille, il y a 3 garçons, donc le plus grand a 15 ans, celui du milieu a 13 ans, le plus petit finalement a 8 ans. C'est celui dont je m'occupe le plus, puisque les deux grands, ils ont quand même pas mal d'activités. Ça se passe très bien, j'ai pas trop la même relation que j'avais avec ma famille d'Angleterre, peut-être un petit peu moins familiale, mais voilà, je me sens plus indépendante, j'ai appris aussi plein de choses, et voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ces deux expériences-là parce que elles regroupent pas mal de différences, notamment le fait que quand je suis partie vivre à Londres, j'y suis allée sans agence, alors qu'actuellement je suis dans une agence. Donc je reviendrai un petit peu sur la différence entre partir avec une agence et partir sans agence, parce qu'il y a quand même certaines choses à considérer, soit niveau sécuritaire, etc. Moi, j'ai fait le choix de basculer en agence par rapport à New York parce que quand je suis partie à Londres, j'ai eu énormément de chance de tomber sur la famille sur laquelle je suis tombée. Mais c'est vrai que New York, c'est aux États-Unis, c'est beaucoup plus loin de chez moi finalement. Et je me suis dit, si jamais il y a un problème, les prix des billets d'avion ne sont pas les mêmes. Niveau santé, etc., on sait très bien qu'aux États-Unis, la sécurité sociale, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Voilà, j'avais quand même certaines peurs, d'autant plus que les États-Unis, enfin moi depuis que je suis petite, vivant en France, on nous raconte des histoires assez crazy sur les États-Unis, donc je me suis dit bon, je vais dans un pays que je considère un peu pays fou, comment je vais me débrouiller sur place si jamais il se passe quelque chose. Bon après je vous rassure, vivre sur place change l'expérience totalement, enfin bon, il y a des fous comme partout, ça c'est sûr, mais bon.
C'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de gens ici. Mais bref, tout ça pour dire que l'agence m'a quand même permis d'être un peu plus safe et de me sentir plus en sécurité par rapport au fait que quand je suis partie à Londres, je suis un peu partie tête bêche et maintenant, avec les 2 expériences, c'est vrai qu'il y a des choses que je recommande et des choses que je ne recommande pas ou que je recommande un petit peu moins. Bref, pour raconter déjà qu'est-ce que c'est être fille au pair ou bro au pair, pour faire un petit peu un résumé. Pour moi, les 4 caractéristiques qui vraiment représentent assez bien la situation, c'est travailler avec les enfants, beaucoup de temps libre, une paye par semaine et possibilité de faire des cours à l'étranger. Si ce n'est pas faire des cours à l'étranger, puisque les cours à l'étranger sont offerts avec des agences, et sans agence, tout simplement, on n'a pas de cours à l'étranger, mais on peut quand même apprendre la langue sur le territoire, ce qui n'a pas de prix, pour moi en tout cas. Faire fille au pair, concrètement, c'est habiter chez des gens où on ne paiera pas le loyer, on sera nourri, et en échange de tout ça, on est payé. Alors on est très faiblement payé, je tiens quand même à le préciser, par rapport à la dose de travail qu'on fournit. Quand on regarde les prix, par exemple, des réels nannies, entre guillemets, donc des réelles personnes qui travaillent avec les enfants, leur salaire est beaucoup plus élevé. Mais à côté de ça, elle vit sur le territoire et c'est vrai que pour nous, c'est quand même très avantageux de ne pas payer un loyer, de ne pas payer la nourriture. On s'occupe des enfants, on est payé et on a quand même énormément de temps pour voyager, pour apprendre la culture, pour visiter, pour se faire des rencontres, etc. Ce qui est quand même assez intéressant, que ce soit pour plusieurs situations. Si jamais vous sortez du lycée, vous avez envie d'aller à l'université, vous savez pas par où commencer, prenez une année de césure, ça fait du bien. Pour ceux qui aussi également dans les années universitaires comme moi, donc moi j'ai fait 2 ans d'université à Poitiers en cinéma et j'ai décidé de partir 1 an aux États-Unis. Bon, finalement que je renouvelle une 2e et une seconde année. Mais voilà, c'est toujours bien des fois de prendre un break et je trouve que être au pair pendant un break, c'est vraiment, en fait, on gagne du temps de fou parce qu'on apprend une langue, on se fait des nouveaux contacts, on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc bref, il y a beaucoup d'avantages qui font que c'est quand même une situation à laquelle il faut penser. Pour donner une idée un petit peu typique de journée quand on est fille au pair. Alors déjà, je tiens à préciser que moi, je vais donner un petit peu par rapport à mon expérience. Je vais essayer de raconter mes journées typiques entre guillemets quand j'étais à Londres et mes journées typiques quand je suis ici. Tout dépend de l'âge des enfants, bien évidemment, s'ils vont à l'école ou non, s'ils ont des activités après l'école, etc. En général, moi ici, je me lève à 6h30. Le petit, il se réveille. S'il n'est pas réveillé, c'est à moi de le réveiller. Je lui fais son petit déjeuner, je lui apporte ses vêtements, il se prépare. Voilà, lavage de dents, mettre les chaussures, faire les lits, mettre les machines en route. Voilà, c'est à petit peu près à quoi ressemble ma journée le matin. Donc ça, c'est pendant 2 heures, ce qui est quand même assez faisable finalement. Ensuite, je suis disponible en général donc de 8h20 jusqu'à 14h20. Bien évidemment, ça dépend. Si j'ai des machines à faire, si je dois changer les lits, etc., je peux être dispo un peu plus tard. Mais voilà, en général, les machines, tu les mets et après tu fais ta vie, tu reviens, tu les sèches. Bon. Pendant ce temps libre, je fais ce que je veux. Voilà. Je fais ce que je veux. Encore une fois, tout dépend de l'âge des enfants, tout dépend de comment les parents s'organisent. Mais moi, tous les jours, je travaille le matin à 8h20 et je reprends à 14h20. Donc concrètement, j'ai quand même pas mal de temps pour faire ce que je veux, visiter New York, faire des musées. Enfin voilà quoi, j'ai énormément de temps pour voir mes copines, profiter de travailler sur mes projets personnels. Enfin bref. Le vendredi par exemple, je reprends beaucoup plus tard. Je reprends à 17h30, ce qui fait que je suis dispo de 8h20 à 17h30. Ce qui pareil est quand même très conséquent niveau timing. J'ai quand même pas mal de temps. Le soir, ça dépend à quelle heure je finis. En général, je peux finir à 8h, parfois 9h, parfois 10h du soir. Ça dépend si les parents sortent pour manger, si les parents ont des réunions, si les parents ont des repas professionnels. Voilà. En général, quand les parents sont à la maison, ils me laissent un petit peu tranquille faire ma vie. Ils couchent l'enfant, ils s'occupent de la routine du soir. Et la routine du soir, c'est en gros les devoirs, les activités extrascolaires, les repas du soir, le coucher, etc. Donc voilà, il m'arrive très souvent de m'occuper des devoirs, des activités, etc. Mais par exemple de pas m'occuper du coucher, ce qui fait que je finis parfois à 6h, 6h30, 7h. Bon, encore une fois, tout dépend de l'organisation de la famille, s'il y a plusieurs enfants ou pas, comment les parents y gèrent aussi leur présence au sein de la routine de leur enfant, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas forcément les mêmes routines pour tout le monde.
Mais en général, aux États-Unis, quand les enfants vont à l'école, etc., les routines ressemblent plutôt à ça. Donc 6h30 le matin, 8h20, donc histoire de les déposer à l'école à 8h20. Et ensuite, on reprend à 14h20, donc la sortie de l'école. Et ensuite, on finit à peu près 8h, 8h30. En général, c'est à peu près ça le planning pour nous, les jeunes filles au pair aux États-Unis. À Londres, c'était très différent parce que moi, quand j'y suis allée, c'était la fin de l'école. C'est-à-dire que, en fait, je m'occupais beaucoup plus d'eux, j'étais beaucoup plus avec eux dans la journée puisque je sais plus exactement quand est-ce qu'ils finissaient l'école, mais il me semble que c'était fin juin. Donc, concrètement, ou début juillet, je sais plus. Concrètement, j'avais un peu les mêmes routines. Je me levais à 6h30. Là-bas, les enfants portaient des uniformes. Donc, il fallait que je repasse les uniformes, que je prépare le petit déjeuner, que les enfants se préparent et qu'ensuite je les dépose à l'école. Et après, j'étais libre jusqu'à pareil. Il me semble que c'est 3h ou 4h de l'après-midi où justement j'allais les chercher et ensuite, tout dépendait de s'ils avaient des activités. Je sais que la petite à l'époque, elle faisait de la danse. Le mercredi, il y avait de la piscine. Enfin bon, voilà. Donc c'est resté quand même un planning assez chargé. La semaine passe quand même très très vite. Et les week-ends en général, je travaillais pas. Après, vu que j'étais très proche de ma famille, je passais énormément de temps avec eux dans mon temps libre. Donc en fait, j'avais pas vraiment de notion de travail ou pas. Donc voilà. Actuellement, dans ma famille ici, les enfants ont énormément d'activités. Encore une fois, je pense que tout dépend de la mentalité de la famille, du pays, etc. Mais ici, moi, le petit, par exemple, donc il a 8 ans. Le lundi, il a un tuteur pour tout ce qui concerne la lecture, etc. Le mardi, il a journée libre après l'école, il peut aller voir ses copains et tout. Mais ensuite, mercredi, il enchaîne avec les maths. Jeudi, il a du basket. Vendredi, il reste à l'école jusqu'à donc 17h30 parce qu'il fait du sport. Le samedi matin, il fait du fencing. Alors pour ceux qui savent pas, c'est l'escrime. Et le dimanche matin, des fois, il a des cours de piano. Donc c'est un planning qui est assez chargé pour les enfants finalement. Donc c'est vrai que à la maison en fait finalement c'est que des allers-retours des gens de la famille quoi. En fait on fait juste des allers-retours parce qu'en général faut aller chercher un tel, faut aller le déposer etc. Donc voilà. Encore une fois là je donne des idées mais il y a plein d'enfants aux États-Unis qui n'ont pas forcément d'activités autant. Après je tiens quand même à préciser qu'aux États-Unis, en tout cas surtout à New York, on est quand même dans une éducation très élitiste, en tout cas je trouve, ce qui fait que les enfants ont énormément d'activités, en général. Encore une fois, tout dépend de leur âge, bien évidemment. Donc voilà, c'était un petit peu près la routine pour parler un petit peu des activités, etc. Donc le planning, moi je vous conseille d'en avoir un. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur les points à aborder, sur qu'est-ce qu'il y a à demander ou pas à la famille avant de venir. Mais voilà, concrètement, normalement les week-ends, on ne travaille pas. Enfin, en tout cas, moi, je travaille pas les week-ends. Ça m'arrive certains week-ends d'aider. Voilà, par exemple, le dimanche, 1-2 heures. Ça m'arrive aussi le matin, donc le samedi matin. Ça m'arrive donc le samedi matin d'amener le petit, par exemple, faire du fencing, donc de l'escrime. Mais voilà, en général, aux États-Unis, en tout cas dans l'agence, quand les parents vous demandent de travailler, en général, ils vont vous demander de travailler peut-être le samedi matin et très occasionnellement le week-end. Voilà, tout en sachant que normalement, en tant que fille au pair, on a le droit à avoir 1 journée et demie de repos consécutif. Voilà, ça c'est quand même aussi important. Pour tout ce qui concerne les voyages, parce que je vois déjà plein de gens qui sont accros au voyage et qui pensent finalement qu'à voyager, ce qui aussi est une très bonne expérience d'être fille au pair ou bro au pair pour voyager. Donc vous inquiétez pas, concrètement ce qu'il faut se dire c'est qu'on a quand même énormément de temps libre pour voyager, découvrir, rencontrer, participer à des événements comme j'ai un peu expliqué tout à l'heure. Les week-ends, en général on ne travaille pas. Ça se peut aussi très très bien que vous vous organisez avec vos parents d'accueil et que vous vous dites bon voilà, là j'aimerais bien aller quelque part. Il me faut plus de 2 jours parce que je dois prendre l'avion. Est-ce que par exemple vendredi soir vous avez besoin de moi? Par exemple moi c'est quelque chose que j'aurais pu faire si le vendredi soir ils ont pas besoin de moi par exemple. En soi, je pourrais partir le vendredi matin, quand je dépose le petit à l'école et revenir le dimanche soir. Ce qui fait que, concrètement, ça me fait un petit week-end de 3 jours et ça me laisse le temps d'aller plus loin, de prendre l'avion plus loin et de découvrir plus de contrées, plus lointaines, entre guillemets. Il faut savoir que concernant les voyages, dans toute l'année de fille au pair, on a 2 semaines de congés payés et un mois supplémentaire à la fin du programme. Pour expliquer un petit peu plus précisément ce à quoi ça consiste. Parfois, la famille va vous proposer de vous emmener avec eux donc durant leur voyage, etc. Ce qu'il faut comprendre avec les 2 semaines de congés payés, c'est que c'est vous qui choisissez un petit peu la semaine, ou en tout cas les semaines de congé. En sachant que
faut quand même vous organiser avec votre famille. Vous pouvez pas dire bon bah là en fait je m'en vais, j'avais prévu de partir je sais pas à Porto Rico la semaine prochaine et les parents sont pas au courant. Faut quand même pas oublier qu'on est là de base pour aussi leur service entre guillemets. Donc il faut quand même s'organiser avec la famille. Après les 2 semaines de congés payés, il faut savoir que c'est à nos frais, dans le sens où on est payé durant ces semaines-là, mais tout ce qui concerne les voyages, etc., c'est à nos frais. Les billets d'avion, les billets de bus, les restaurants, enfin bref, tout ce que vous faites à l'extérieur de la maison est considéré comme du surplus. Et donc tout ça, c'est à couvrir avec vos sous. En gros, le programme là actuellement que moi je fais, donc pour au pair par exemple aux États-Unis, c'est 1 an. En gros, donc c'est 12 mois concrètement, et à la fin du 12e mois, ils vous préparent un 13e mois, où en fait avec votre visa, vous pouvez rester 1 mois supplémentaire pour voyager à travers les États-Unis. Il faut savoir que maintenant, actuellement, avec la politique actuelle et les restrictions de visa, etc., sont peut-être un petit peu plus grandes qu'avant, donc faut faire attention. Je pense que le visa, c'est quelque chose vraiment à prendre aussi en compte, puisque ça dépendra aussi de là où vous voulez partir voyager. Tout dépendra de votre visa, et de combien de temps il vous reste concrètement. Voilà, à la fin du 12e mois, vous avez un 13e mois supplémentaire où vous pouvez partir et vous pouvez juste voyager, découvrir. Encore une fois, c'est à vos frais. Pour expliquer un petit peu, par exemple, pour donner un exemple, moi j'ai une amie donc là qui est partie aujourd'hui, qui a fini son contrat de fille au pair. Ça faisait 12 mois qu'elle était arrivée, qu'elle avait fait son contrat, etc. Et aujourd'hui, elle partait en road trip pendant 20 ou 22 jours, il me semble. Et voilà, elle visite San Francisco, la Californie, enfin bref, elle part un petit peu partout, mais voilà, ça a été assez frais, elle a dû économiser pour, et elle s'est débrouillée aussi avec ses parents d'accueil pour fixer une date de départ qui, eux aussi, les arrangeait. Donc pour les gens qui veulent voyager, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude, vous avez énormément de temps pour voyager. Parfois, on peut se dire que sur un week-end, c'est trop court, mais en réalité, un week-end, les États-Unis, surtout si vous êtes aux États-Unis pour visiter les autres États, bon, même s'il faut prendre l'avion, etc., voilà, faut pas s'inquiéter. Je sais que ça peut faire peur aussi concrètement avant de partir et d'être fille au pair qu'on nous dise qu'on a que 14 jours dans l'année de vacances. Faut savoir qu'en réalité avec les week-ends etc. on a quand même bien plus. Tout dépend encore une fois des familles. Des fois les enfants bon l'été vont en camp, ce qui fait que ça laisse aussi la possibilité d'avoir plus de vacances. Etc. Donc vraiment tout dépend de la famille. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez demander et parler avec votre famille, que vous pouvez discuter avec eux. De toute façon, normalement, quand vous regardez sur les sites, etc., vous avez déjà une petite idée du planning et des horaires. Mais voilà, voyager, ça se fait suivant la famille que vous avez. Concrètement, quelle est la durée du programme? J'ai aussi beaucoup de questions par rapport à la durée, au temps. Est-ce qu'on est obligé de partir 1 an, etc. Non. Je m'explique. Tout dépend de si vous partez avec une agence ou pas. Pour Londres, je suis partie sans agence. Donc, je suis partie moins d'1 an. Je suis partie 2 mois. Tout simplement parce que je voulais caler, en fait, mon expérience d'Angleterre après la fin de ma première année de cinéma à l'université. Mais j'avais envie d'être présente pour la rentrée universitaire de la seconde année. Ce qui fait qu'en fait, j'avais que l'été, en sachant que l'université finit assez tôt. C'est pourquoi j'ai pu partir en mai et revenir fin juillet et avoir mon mois d'août en France pour profiter avant de reprendre la fac. Ça, encore une fois, dépend de tout le monde. Comme j'ai dit, quand vous partez avec une agence, vous êtes plus sécuritaire, mais du coup, c'est un plus gros projet. Déjà parce qu'il faut payer l'agence, de deux parce que l'agence qui vous offre les services, ils vont faire attention à la durée pour laquelle vous êtes prêt à partir, notamment parce que les contrats sont sur 1 an, en sachant que les États-Unis c'est plus loin, donc niveau voyage, visa, etc., il y a quand même beaucoup plus de préparation que si c'est dans un pays d'Europe. En Espagne, vous pouvez partir sans agence. Il n'y a pas forcément besoin d'une agence parce que vous allez partir, vous n'allez pas avoir besoin de faire un visa, vous n'allez pas avoir besoin de passer votre permis, vous n'allez pas avoir besoin de... Enfin, il y a quand même plein de choses qui sont plus simples quand vous partez en Europe. Moi, pour exemple, Londres, je suis rentrée en contact avec la famille sur un site. C'est moi qui leur ai envoyé un message. On s'est appelé et au bout du second appel, enfin tout était fait quoi. Mais ça a été assez rapide, j'avais pas forcément besoin de qualification en particulier. Encore une fois, tout dépend de ce que la famille vous demande, mais moi voilà, j'ai pas eu besoin
d'avoir fait tant d'heures avec tant d'enfants, etc. La durée du programme, ça dépend de vous, ça dépend de quels moyens vous choisissez pour partir. On se rend pas compte, mais il y a quand même plein de choses à gérer sur une année complète. Si vous partez sans assurance, si vous partez et que vous allez prendre en charge vos billets d'avion, etc., c'est pas recommandé. En tout cas, moi, je vous le recommande pas, d'autant plus que si vous partez aux États-Unis, bon, vous avez quand même une marge de tomber sur une famille de fous. Après, c'est possible de partir que quelques mois aux États-Unis, trouver une famille sur un site, etc. Voilà. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je recommande parce que avoir une agence dans un pays aussi loin, avec un décalage horaire, avec le fait que les billets d'avion, comme j'ai dit, coûtent très cher, la vie coûte très cher, etc. Bon, s'il arrive quelque chose, je sais que je peux me référer à mon agence et que je serai prise en charge dans tous les cas. Et que j'aurais pas forcément à payer tout à mes frais, en fait. Ce qui, quand même, est très rassurant. Pour partir sans agence, voilà, si vous avez envie de faire une expérience sur juste un été, sur juste un mois ou sur même plusieurs mois, vous pouvez, si c'est dans un pays d'Europe, soit vous référer à une agence, parce que j'imagine qu'il y a aussi des agences pour les pays d'Europe, mais aussi tout simplement vous référer à certains sites, dont d'ailleurs je vous donnerai les noms vers la fin du podcast. Ça fait beaucoup d'informations, mais voilà. J'ai l'impression, en fait, il y a tellement d'informations, c'est tellement dur de les classer et d'en parler par étapes. Parce qu'en fait, quand tu parles d'un truc, c'est relié à un autre truc, et ainsi de suite. Et en fait, c'est super compliqué. Mais bref, tout ça nous amène à se demander quelles sont donc les caractéristiques pour être fille au pair. Alors, concrètement, il n'y a pas énormément de caractéristiques. Mais je tiens à dire que partir en étant fille au pair sur une durée de 1 an avec une agence se prépare à l'avance. Si vous vous y prenez au dernier moment, je vous conseille de pas partir avec une agence, de pas forcément venir aux États-Unis ou en tout cas dans un pays de l'autre côté de l'océan, et de partir avec un pays européen et avec un site. Avec une agence, donc moi là je parle avec mon agence personnelle, en sachant que toutes les agences se ressemblent un petit peu pour partir aux États-Unis. Concrètement, les caractéristiques, c'est avoir minimum 18 ans à notre départ, et on peut faire au pair jusqu'à 27 ans. Être au pair, c'est pas quelque chose qu'on peut faire indéfiniment dans une vie. Si vous avez un doute, que vous vous rapprochez à la 27e année, entre guillemets, foncez. Voilà, les opportunités, ça s'attrape. Et franchement, c'est une très bonne opportunité. Bref, c'était tout pour moi. Pour les secondes caractéristiques, ou en tout cas les autres caractéristiques, donc il faut savoir que pour partir, il faut avoir le permis. Tout simplement pour dire que vous êtes capable de conduire les enfants en sachant que si vous partez aux États-Unis, peu importe dans quel état vous partez, les distances sont quand même à considérer. C'est pas comme habiter dans un petit village en France qu'on peut prendre le bus, etc. Non. Si vous habitez dans le New Jersey, si vous habitez en Californie, si vous habitez peu importe où aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis, au Canada, peu importe, dans un pays de l'autre côté de l'océan, il faut une voiture. Les distances, c'est vraiment quelque chose dont on se rend pas forcément compte avant de partir, mais une fois sur place, je peux vous jurer que c'est quelque chose dont on se rend compte, et c'est pour ça qu'ils demandent le permis. Tout simplement parce que vous ne savez pas forcément dans quelle destination vous allez partir, en fait, de base. Moi, je sais que je savais que je voulais aller à New York, mais c'était absolument pas sûr que je tombe sur une famille qui me veulent à New York. Dans tous les cas, moi j'ai passé mon permis en France, avec Stitch, que je ne vous reconseille pas du tout. Pour tout ce qui concerne partir sans agence, ça c'est aussi pareil. Enfin, faut vous renseigner avec les parents. Si vous avez le permis, est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui est valable dans le pays où vous partez en correspondance avec votre permis français, ou s'il y a un moyen de passer le permis à l'étranger, suivant la durée où vous partez, parce que si vous partez pour un mois, je pense pas que c'est très utile de passer le permis là-bas sur place. Quand j'étais à Londres, c'est pareil, je ne conduisais pas puisque l'école des enfants était à 10-15 minutes à pied, et voilà. Après, il y a aussi les familles qui vont à l'école en vélo, en trottinette. Tout dépend de la famille dans laquelle vous tombez. Encore une fois, il faudra faire attention aux caractéristiques du déplacement. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Pour le reste des caractéristiques, donc faut valider le reste des questions sur le site. Donc en général, quand vous vous inscrivez sur un site, on vous donne plusieurs questions. Il y a des questions qui sont très impersonnelles. Ils vous demandent si vous avez des tatouages, si vous avez des piercings, si vous avez un copain. Si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous n'êtes pas obligé de répondre par la vraie réponse. Moi, je sais que ça m'avait un peu choquée quand j'avais vu ça parce que je trouvais ça très indiscret. Et qu'est-ce que vient faire ma vie privée dans justement ce contexte-là? Parce que certaines familles n'aiment pas les tatouages, n'aiment pas les piercings, etc. Encore une fois, j'imagine aussi que tout dépend où se place votre piercing, où se place votre tatouage, si vous pouvez mentir ou pas à ce sujet. Je pense que c'est pas quelque chose qui regarde. Moi, je sais que par exemple, pour la question du copain, donc moi j'ai un copain. Avant de venir ici, je l'ai pas dit parce que j'ai officialisé ma relation quelques mois avant de partir
Et puis même, c'était pas quelque chose que je considérais comme important dans ma candidature. Même si j'avais eu un copain avant, je pense pas que c'est quelque chose que j'avais dit. Après, attention, ce n'est pas parce que vous dites au site que vous n'avez pas de copain que par exemple si la famille vous appelle et vous demande si vous avez un copain, vous devez mentir. Je pense que la bonne solution c'est de donner la bonne réponse à la famille et non pas à l'agence. L'agence, c'est des choses qui ne les regardent pas. La famille, ça peut les regarder dans le sens où, bon moi je sais que par exemple j'ai très mal vécu mon arrivée, je dis pas que c'était que à cause de mon copain, mais je pense que le fait que j'ai officialisé une relation avant de partir, forcément, voilà, quand on est amoureuse et tout, c'est tout beau, tout rose. Et d'un seul coup, j'étais très loin de cette personne et je l'ai extrêmement mal vécu au début. Encore une fois, ce n'était pas que par rapport à cette personne. Moi, j'avais aussi mes problèmes personnels qui me sont retombés un petit peu au même moment de mon départ. Mais voilà, il faut savoir aussi que les familles, c'est quelque chose qu'elles ont le droit de demander. Vous allez aller chez eux et c'est bête à dire, mais les familles peuvent avoir des préjugés. Par exemple, elles peuvent se dire, la fille, elle a un copain, faut qu'on établisse les règles dès le début. Parce que qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 24, 25, 26, 27 ans, si votre copain vient ici, ce n'est pas dit qu'il est autorisé à venir dans votre famille, ou qu'il est autorisé à héberger dans la maison de votre famille. Je pense que le critère de copain, copine, etc., pour la famille, ça peut être important. Je dis pas, il y a certaines familles qui s'en foutent. J'ai certaines copines qui sont arrivées ici, qui ont avoué qu'elles avaient un copain quand elles étaient ici. Moi, il me semble que c'était ça aussi qui s'est passé parce que, comme je vous ai dit, j'ai officialisé en dernier, donc bon, voilà, c'était pas le premier truc qui me tenait à cœur de raconter. Mais ça peut être important pour certaines familles. Enfin, d'autant plus que ça peut quand même donner certaines indications sur votre comportement et sur comment vous gérez aussi la relation longue distance. Puisque bon, je ferai des épisodes sur la relation longue distance, qui est pas quand même facile à gérer. Et des fois, ça peut aussi se répercuter sur notre comportement. Et j'estime que la famille a le droit de savoir. Je veux pas vous faire peur. Il y a des familles qui vont littéralement s'en foutre. Il y a des familles qui vont jamais vous poser la question. Il y a des familles qui vont vous poser la question, mais c'est pas forcément avec un point de vue négatif. Et il y a d'autres familles qui vont vous poser les questions parce qu'elles ont eu des expériences passées avec des filles au père qui ont eu des copains qui se sont pas forcément bien déroulés. Donc ça, c'était tout pour moi par rapport justement aux copains, etc. Ou en tout cas au piercing, au tatouage, etc. L'agence n'a pas besoin de savoir. Sur le site, vous pouvez mettre une réponse qui n'est pas la vraie. Par contre, la famille, si elle vous demande quelque chose en rapport avec ce genre de questions, vous pouvez estimer qu'ils ont le droit de savoir la vérité. Voilà. Les autres caractéristiques, donc, aussi, c'est qu'il faut que vous ayez plus de 200 heures de babysitting. Je m'explique. Personnellement, moi, j'avais pas fait énormément de babysitting avant de venir à New York. Par chance, j'avais fait une expérience d'au pair, ce qui quand même a joué en ma faveur, puisque j'avais déjà fait un petit peu ce concept-là, je m'étais déjà occupée des enfants un peu aussi dans le même concept, je vivais avec une famille, etc. Ce qui fait que ça m'a valu une référence. En gros, pour vous expliquer le site, quand vous inscrivez, il vous demande des références. C'est pas compliqué. Si vous avez déjà fait du babysitting, parfait. Vous demandez aux familles si jamais vous n'avez pas fait plus de 200 heures. Bon, je dis pas, si vous avez fait que 1 heure de babysitting dans votre vie, bon, vous pouvez mentir, mais c'est à vos risques et périls. Voilà. En fait, concrètement, l'agence, elle va vous demander des références que l'agence elle-même va contacter pour vérifier si ce que vous avez dit est vrai. Moi, je sais qu'en référence, j'avais mis ma famille d'Angleterre et il me semble que j'avais mis 2 amis à moi de Londres que j'avais rencontrés qui ont pu certifier que j'avais bien fait du babysitting. Encore une fois, vous devez pas choisir des membres de votre famille directe, mais si par exemple c'est des membres, genre des potes à vous, des gens que vous connaissez de je sais pas d'où, de l'extérieur qui peuvent attester d'un babysitting fait de votre part, c'est toujours bon à prendre. Les 200 heures, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui, je sais, gonflent entre guillemets leurs heures. Moi, je pense que si j'avais pas fait mon expérience de fille au pair à Londres, j'aurais honnêtement menti sur mes heures et j'aurais gonflé mes heures de babysitting. Faut quand même que ça fasse sens, dans le sens où même si vous mentez, vous sachiez quand même avoir un minimum de tenue ou de comportement avec des enfants. Voilà, faut pas mentir et arriver en mode je m'en fous et tout, et vous retrouvez avec des enfants, vous savez pas comment les gérer, bon, c'est un peu compliqué. Moi, je sais qu'ils avaient contacté justement les personnes que j'avais mis en référence juste pour vérifier, mais voilà, ils vont pas non plus faire des recherches de contrats, etc. Pas du tout. Donc c'est un petit peu à la parole, quoi. Ils vérifient, mais c'est pas non plus une vérification hyper poussée. Si vous occupez de nouveau-nés, que ce soit dans une agence, alors sans agence, je sais pas comment ça marche. Quand je suis partie à Londres, c'était pas du tout des nouveau-nés, donc j'étais pas du tout dans ce délire-là de m'occuper des enfants en bas âge.
Pour les agences, ils demandent certains certificats en plus, attestant que vous êtes capable de vous occuper de nouveau-nés ou d'enfants en bas âge, en sachant que les enfants en bas âge, c'est quand même des enfants avec plus de fragilité, qui demandent quand même beaucoup plus d'attention, beaucoup plus peut-être de restrictions au niveau alimentaire, niveau hygiène, etc. Voilà, c'est pas des enfants qui vont être autonomes, qui vont aller prendre leur douche tout seuls. Non, si c'est des bébés, il va falloir avoir des siestes, machin, truc bidule. Donc il y a quand même bien plus de demandes et peut-être du coup de vérification. Là, pour le coup, je peux pas trop en attester. Tout dépend de si vous voulez vous occuper de nouveau-nés ou pas. Si vous voulez vous occuper de nouveau-nés, voilà, faudra juste passer un petit certificat en plus vous permettant d'attester que vous êtes capable de vous occuper d'enfants en bas âge. Pour ce qui concerne les cas sans agence, en fait, c'est donnant-donnant avec la famille. C'est eux qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils recherchent, quelles sont les caractéristiques, c'est eux qui vont vous aiguiller s'il y a des choses en particulier qu'ils ont envie que vous ayez. Voilà, moi personnellement, quand on s'était appelé, juste ils m'avaient un petit peu demandé, de toute façon, enfin, vous en parlez déjà un petit peu dans le programme et dans le site pour vous vendre un minimum, mais de vos expériences, ils vous redemandent juste, c'est quoi un peu tes expériences, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, etc. Moi, je sais que mes expériences à cette époque-là, avant de partir à Londres, c'était essentiellement que j'étais tata, puisque je suis tata donc 4 fois, et j'ai commencé à être tata quand j'avais 8 ans. Ce qui fait que depuis vraiment toute petite, j'ai toujours grandi en aimant m'occuper d'enfants et j'ai toujours su gérer les enfants puisque en grandissant, je les ai quand même pas mal de fois gardés, pas mal de fois divertis. Au-delà de ça, j'avais fait un petit peu de babysitting quand j'habitais au Canada à l'époque, mais encore une fois, très restreint niveau babysitting. J'avais pas non plus fait énorme babysitting. Au-delà de tout ça, juste je valorisais le fait que j'avais toujours eu une énorme complicité avec les enfants. Ça s'était toujours très très bien passé avec des enfants de tout âge. Donc encore une fois, c'est comment vous gérez votre application, comment vous essayez de vous vendre à travers le site et l'agence. Voilà, j'ai essayé au mieux de regrouper toutes mes idées parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de questions, tellement de choses à aborder que des fois c'est difficile puisque les sujets en fait ils ont des liens entre eux et des fois on s'entremêle dans les discussions, c'est compliqué de revenir à un sujet correctement. Bref, voilà, donc tout dépend de comment vous arrivez à vous vendre, comment est-ce que vous mettez en avant vos expériences et même si c'est des expériences minimes, faut les mettre en avant et faut apprendre à les valoriser. Voilà. Maintenant, on va parler niveau prix, parce que c'est aussi quelque chose qui est hyper important, quelque chose qui est quand même à prendre en compte, et en général, c'est ce qui inquiète les gens, parce que oui, c'est une très belle expérience, ça a un prix, bien évidemment. Donc, combien ça coûte? Pour vous donner un exemple, quand je suis partie à Londres, je n'ai rien payé. L'expérience en elle-même m'a coûté 0. J'ai dépensé des sous sur place, qui étaient en plus de ma paye, puisque je gagnais très très peu quand j'étais à Londres. Par semaine, je gagnais 100 pounds, donc ce qui est vraiment que dalle. Mais voilà, tout l'argent qu'en fait j'avais pris, donc moi je suis partie à Londres, j'ai pris avec moi peut-être 300 € et j'ai tout dépensé en transport. Les transports à Londres coûtent extrêmement cher, c'est la même chose pour New York, ou pour en tout cas certaines villes où possiblement vous seriez intéressé d'y aller. Voilà, personnellement, moi, l'expérience de Londres m'a coûté, on va dire, mes sous que j'avais pris avec moi, donc 300 $, enfin 300 €, en sachant que je m'étais organisée et que la famille m'avait payé mon billet d'avion aller et mon billet d'avion retour. Maintenant, attention, ce n'est pas la même chose dans toutes les familles. Il y a certaines familles qui vont vous demander de payer votre billet d'avion. Je dis pas parce que votre famille vous paye votre billet d'avion que c'est bien, ou parce que votre famille ne vous paye pas votre billet d'avion, c'est pas bien. Faut savoir que si par exemple c'est à vous de payer votre billet d'avion mais que vous êtes payé bien plus sur place, bon, vous pouvez le faire. Faut pas oublier que des expériences comme ça, c'est aussi des choses où faut mettre des sous. Et en vrai, des fois, si vous partez en Europe, les billets d'avion vont pas être excessivement chers, même si c'est un budget. Bon voilà. Après, tout doit être rentabilisé entre guillemets. Si vous payez 1000 balles pour partir en Angleterre, bon, je vous dis non quoi. Genre le faites pas, ça vaut pas le coup. Mais voilà. Moi, je sais que à Londres, vraiment, mon expérience m'a coûté vraiment que dalle, quoi. Genre, les 2 mois que j'ai passés, ça m'a coûté peut-être aller 300, 400 €, quoi. Mais c'est que dalle. Pour 2 mois, j'ai vécu à Londres. J'étais à Londres tous les week-ends. J'étais dans un village incroyable. Je me suis fait plein de copines. J'ai appris plein de trucs. J'ai vécu plein d'événements, que ce soit des événements de cinéma. J'ai été au concert d'Harry Styles. Enfin bref, j'ai vécu quand même des trucs un peu foufou. Et voilà, ça m'a pas coûté énormément d'argent pour l'expérience que je vivais, honnêtement. C'était que dalle. Là, actuellement, aux États-Unis, j'ai payé un peu plus. Déjà, bon, il y a le prix du permis qui rentre en compte, puisque moi, donc avant de rentrer dans cette agence, j'avais pas mon permis. Donc j'ai dû passer mon permis, ce qui m'a quand même coûté cher à mes parents et moi, puisque mes parents et moi, donc on a partagé entre guillemets le prix.
Donc voilà, j'ai quand même sorti des sous de ma poche, mes parents aussi, ça leur a coûté cher. Pour l'agence en elle-même, l'agence elle-même coûte 1 799 €. Ils prennent en charge les billets d'avion, donc aller-retour. Par contre, ils ne prennent pas en charge le visa. Pour un visa, pour les États-Unis, il faut compter à peu près 200 €, en sachant que faut faire les allers-retours à Paris, puisque bah vous allez aller faire votre visa à l'ambassade, vous allez aller chercher votre visa. À part si vous vous faites envoyer le visa, puisque quand vous recevez le visa, il y a deux façons en fait d'aller chercher ou en tout cas de réceptionner le visa. C'est soit vous le faites livrer par la poste, mais auquel cas vous payez un petit supplément, soit vous allez le chercher à Paris, mais vous payez le déplacement. Concrètement, je dirais que le projet des États-Unis coûte à peu près 2 200 € en tout. En ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne l'année que vous allez passer, etc. Honnêtement, je trouve que niveau prix, c'est cher, mais on est bien. Là, moi, pour ce prix-là, j'habite à New York. Je sais pas si c'est une information que j'ai le droit de dévoiler, mais concrètement, actuellement, j'habite dans un appartement qui, au mois, coûte 14 000 $. Bon, quand je me dis ça, voilà, j'ai bien calculé mes sous. Voilà, après tout dépend encore une fois du budget que vous emmenez avec vous. Si vous avez envie de faire des voyages qui coûtent très cher comme les Bahamas, etc. Ce qui en soi, avec les 200 qu'on gagne par semaine, c'est dur parce que ça part vite. Parce que New York, que ce soit activité dans d'autres états des États-Unis, mais des activités sur place, c'est quand même pas donné. Mais si vous organisez bien, que vous voulez juste partir avec vraiment très peu de sous et que vous voulez tout gérer avec les sous que vous gagnez sur place, vous allez pouvoir vous organiser. Ça demande juste de l'organisation. Si par exemple vous voulez faire énormément de voyages, etc., bah bien évidemment n'allez pas au restaurant toutes les 3 secondes, ne payez pas votre sous que dans les fast-food, n'achetez pas trop de vêtements. Voilà, après c'est une organisation qui se fait sur place. Si au contraire vous voulez vraiment kiffer votre vie sur place et dépenser tout votre argent, bah je vous conseille de prendre de l'argent en plus. Moi personnellement c'est ce que j'ai pas fait finalement. Je sais même pas si je suis partie avec de l'argent en plus. J'ai peut-être dû partir avec 200 en cash et c'est tout. Donc en vrai de vrai, les 200 cas, je les ai toujours. Moi, je vis littéralement avec l'argent que je gagne et franchement, j'ai fait plein de choses. Alors après, moi, j'ai pas énormément voyagé depuis parce que moi, je suis très concentrée sur ma carrière entre guillemets et donc je me paye énormément de cours à l'étranger, ce qui me revient cher. Mais franchement, je trouve que pour le budget, on est quand même sur une bonne expérience et c'est quand même assez rentable. Après, faut vous dire que dans les 1 799 €, donc comme j'ai dit, ils prennent en charge les billets d'avion, etc. Ils prennent en charge quand même pas mal de choses, notamment une certaine assurance qui vous donne accès à certains soins médicaux. Alors, je vais pas mentir, cette assurance, c'est nul. Si vous venez aux États-Unis, prévoyez de ne pas être malade, prévoyez de ne pas vous casser quelque chose, prévoyez de rien du tout. Prévoyez de rester en vie, d'être en bonne santé. Voilà. Pour donner un exemple, bon, sans trop parler de mes soucis personnels, j'ai eu par exemple un orthodontie donc en France, ce qui fait que, enfin moi ça faisait des années que j'ai fini avec les bagues, etc. Ça faisait plus de 5 ans entre guillemets que j'avais fini mon traitement d'orthodontie, puisque je l'ai fini quand j'avais genre 13 ans. J'avais un petit fil en fait, je sais pas si vous avez ça aussi, mais maintenant en France ils mettent un petit fil qui vous disent que vous allez garder à vie. En fait à l'intérieur de votre bouche, derrière les dents du bas. Et donc ce fil-là, moi quand je suis arrivée, au bout de début d'année, je crois que ça m'est arrivé donc en janvier-février, donc ça faisait déjà 4-5 mois que j'étais ici, j'ai senti en fait mon fil en fer bouger et donc se casser. J'ai dû aller le réparer et en fait j'ai appelé mon agence, etc. pour savoir comment j'étais pris en charge, etc. Et figurez-vous que c'était pas pris en charge. Donc en fait je me suis renseignée, ici les soins coûtent extrêmement cher, ce qui fait que pour un soin que j'ai eu qui m'a permis de réparer mon fil, en sachant qu'ils ne me l'ont même pas remplacé, hein, ils m'ont juste vraiment rafistolé mon fil, donc vraiment fait un petit peu vite fait quoi. J'ai payé 200 $, en sachant que je m'étais bien renseignée quand même parce que j'avais pas envie de payer, donc je suis allée dans un institut où c'était le moins cher possible. Donc voilà, donc pour vous donner une idée, si je l'avais vraiment fait réparer par une vraie agence, j'aurais pu aller, je pense, jusqu'à 600 voire 700 $. Ensuite, j'ai eu des soucis par rapport à des semelles, puisque moi, donc, j'ai des semelles, etc. Et mes semelles ne marchaient plus, ce qui fait que mes pieds... Bref, je vais pas trop parler de mes pieds, on n'est pas sur un podcast adressé aux fétichistes. Mais voilà, tout ça pour dire que je souffrais un petit peu de ma voûte plantaire, que du coup, j'avais très mal, je souffrais énormément. Et j'avais été voir pour faire des semelles qui en France me coûtent 110 €, sur lesquelles, allez, la sécurité sociale me prenne 60-70, parfois la totalité du soin en charge complète. Ici, les semelles coûtaient 800 $, ce qui
vous vous en doutez, n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais refait mes snelles ici, puisque ça coûte trop cher. Donc voilà, tout ça pour vous prévenir. La sécurité sociale ici, c'est pas quelque chose qui est très performant. Il faut s'y attendre. Encore une fois, l'agence prend en charge, j'imagine, les rendez-vous médicaux. Mais voilà, il y a pas grand-chose en réalité qu'elle prend en charge à part ça. Donc, évitez d'être malade. Ensuite, qu'est-ce que l'agence prend en charge? Alors, elle prend en charge quand même quelque chose qui est quand même super important selon moi. C'est-à-dire que sur place, quand vous arrivez, vous avez quelqu'un qui suit votre dossier. En fait, par exemple, que vous habitez à... Alors moi, par exemple, j'habite à New York, Manhattan, mais à Manhattan, il y a plein de différents quartiers. Il y a l'Upper East Side, il y a le West Side. Pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, je vous conseille de prendre une petite map et de regarder, c'est très simple. Le West Side, c'est sur la gauche de Central Park. L'Upper East Side, c'est sur la droite de Central Park. Ensuite, on a Downtown, donc tout ce qui va être en dessous de Central Park, jusqu'à la Statue de la Liberté. On va avoir donc une personne qui va s'occuper de chaque, en fait, lieu. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est assignée à s'occuper des personnes qui sont dans l'Upper West Side, une personne dans l'Upper East Side, etc. Ce que je trouve qui est très cool parce que moi, quand je suis arrivée ici, donc comme je vous ai dit, j'ai très mal vécu mon arrivée. Et honnêtement, cette personne-là m'envoyait des messages tous les 3 jours pour savoir comment j'allais. Vu que je me sentais pas bien, ils m'ont fait prendre rendez-vous avec un psy dans la semaine. J'ai eu un Zoom avec un psy, donc bon, je vous dis pas que ça fait grand-chose parce que pour moi j'étais très 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 mal, mais je me suis quand même sentie écoutée et je me suis quand même sentie vue. Après, moi, j'étais très réticente parce que c'est quand même assez stressant. On arrive dans un nouveau milieu. Et moi, je suis quelqu'un qui fait quand même très attention au regard des autres et à ce que les autres pensent, tout simplement. Et voilà, dans ma tête, je stressais parce que je me suis dit que la famille pensait que j'étais pas à l'aise et que j'étais pas en capacité de faire cette expérience. J'avais trop peur que l'agence me renvoie chez moi parce que justement, j'avais besoin de trop d'aide mentale, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Juste, ils essayaient vraiment de faire un max ce qu'ils pouvaient. Donc voilà. En sachant que moi, après, quand je me suis sentie mieux, il y a d'autres filles qui sont arrivées et voilà, être homesick, donc c'est-à-dire manquer son chez-soi, ça arrive très souvent. Et moi, je sais que du coup, la personne qui s'occupait de mon dossier, qui m'avait aidée quand moi j'allais pas bien, avait pris contact avec moi pour que je parle avec plein de filles. J'ai pu aider plein de filles qui voyaient que en fait, il faut juste un temps d'adaptation. Donc voilà, tout ça pour dire que donc cette personne sur place s'appelle la LCC. C'est celle qui va gérer tout ce qui concerne en fait la famille et vous. Donc c'est une personne qui, par exemple, quand vous arrivez dans votre famille, va venir chez vous avec votre famille pour savoir si tout se passe bien, si l'arrivée s'est bien passée, pour vérifier si les lieux sont conformes, parce qu'il y a quand même certaines conformités, par exemple, par rapport aux chambres, etc., qui sont en place pour que vous soyez vraiment au mieux au long de votre aventure. La LCC, qui est entre la famille et entre vous. Si par exemple, il y a des choses qui se passent mal avec votre famille, vous pouvez en parler avec votre LCC et elle va essayer de faire passer l'information à la famille sans forcément que vous soyez obligé de confronter votre famille si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Elle va vous donner des conseils, elle va vous aider, etc. dans les démarches. Moi, ma LCC m'a énormément aidée, que ce soit dans la façon d'annoncer à la famille que je partais pour aller vers une autre famille, comment leur annoncer, comment mettre les choses en place pour justement rencontrer d'autres familles. Enfin, c'était vraiment quelque chose dont elle m'a aidée et c'est un processus qui a été quand même hyper important pour moi. C'est quand même hyper stressant parce que c'est pas toujours facile et c'est parfois très embarrassant. Et c'est quand même quelqu'un qui est toujours là. Encore une fois, tout dépend de la LCC. Il y en a, elle donne un petit peu une moins bonne impression auprès de certaines autres au pair. Mais moi, je sais que la mienne, dans l'Upper East Side, elle est très très cool. Elle est toujours à l'écoute. Elle est toujours là. Et franchement, ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur place qui vous aide. Soit par rapport aux cours, par rapport à la famille, etc. Encore une fois, cette personne, par contre, ne parlera pas votre langue. Elle parlera anglais. Donc je sais que des fois, ça peut être aussi un petit peu complexe. Mais il me semble que vous pouvez demander à parler quelqu'un de votre langue si jamais vraiment vous galérez et que vous avez besoin d'aide. Voilà. Il faut quand même ajouter que l'agence prend en charge quelque chose qui, je trouve, est vraiment génial. Durant votre année, ou en tout cas, même si vous renouvelez votre année, donc pendant la seconde année, l'agence prend en charge donc $500 que vous pouvez utiliser dans des cours. Pendant que vous faites votre année à l'étranger, vous allez devoir faire des cours à l'étranger. Concrètement, la famille, en fait, va vous donner $500 pour expliquer un petit peu plus ce à quoi ressemblent les cours, parce que moi, je sais que c'est quelque chose dont on m'avait parlé vite fait, et au final, quand arrive la deadline, entre guillemets, le temps où je suis censée finir avec mes cours, j'étais un peu en mode, oula, ça arrive bientôt, et c'est un peu galère. Dans votre année, donc, vous allez devoir faire des cours. Vous allez avoir une date limite pour justement finir ces cours-là.
Dans l'année, vous avez besoin de faire 6 crédits, soit 60 à 72 heures de cours. Donc là, vous allez me dire, où c'est qu'on trouve les cours? Quand vous allez arriver, donc moi je sais, c'est ce que ma LCC justement avait fait. Elle m'avait envoyé donc une liste avec énormément de liens où en fait je pouvais aller regarder sur les liens et me renseigner sur les cours qui me plaisaient. Bien évidemment, vous pouvez chercher vos cours par vous-même. Moi, je sais qu'actuellement, depuis que je suis ici, j'ai fait 3 cours différents. Il y en a un que j'ai fait totalement en dehors de l'agence. Il me donnait aucun crédit. Il n'était pas forcément en cohésion avec le programme, etc. Je l'ai juste fait parce que j'avais envie de le faire. Mais c'est aussi possible de faire ce qu'on appelle workshops. Donc ça va être des petits cours sur plusieurs semaines. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait 10 semaines d'acting. Tous les samedis, c'était pendant 2-3 heures. C'était à mes frais, puisque c'était quelque chose que je décidais de faire par moi-même, mais c'était hyper enrichissant et voilà, c'est des choses que vous pouvez faire un petit peu partout. Vous pouvez prendre n'importe quel cours en réalité à l'étranger, suivant justement après les qualifications qu'ils demandent. Il y a plusieurs types de cours. Il y a les cours en ligne, les cours en personne et les week-end classes. Alors les cours en ligne, c'est des cours que vous choisissez sur un lien, s'il y a des choses qui vous font envie. Moi, j'ai fait des cours en ligne puisque je devais finir mes cours assez rapidement et c'était la manière la plus simple, entre guillemets, et la plus rapide de finir mes cours. Donc j'ai fait des cours en ligne, j'ai bien aimé l'expérience, honnêtement c'était hyper intéressant. Je trouve que les cours en personne sont quand même mieux. Moi j'ai fait parce que j'ai eu des soucis justement de temps, mais si vous pouvez choisir entre les cours en personne et les cours en ligne, je vous conseille quand même de prendre des cours en personne. Ça vous permet de vous déplacer, d'aller vraiment dans une université ou vraiment dans un lieu pour vivre une expérience vraiment pleine, quoi. Parce que les cours en ligne, voilà, c'est des cours en ligne, vous restez chez vous sur votre ordinateur. Et même si c'est très cool parce que vous pouvez les faire en autonomie, c'est-à-dire que en fait on vous donne les cours et vous les complétez. Moi je sais que j'ai commencé les cours en fin mars et la deadline c'était le 21 avril. Vraiment il y avait plusieurs mois de cours en fait où vous pouvez assister aux cours, finir les cours, etc., les compléter. Et moi je sais que personnellement j'ai fini les cours vraiment en une semaine. Je me suis vraiment dépêchée à fond pour justement finir mes cours et donc j'ai décidé de prendre des cours en ligne. Ce qu'il faut savoir par rapport aux cours en ligne, vous pouvez pas en prendre plus de 2 dans le même semestre. Pour vous donner une idée des semestres, on a le fall semester, le spring semester et le summer term. Le fall semester, c'est fin août, mi-décembre. Le spring, c'est mi-janvier, début mai. Et le summer term, c'est mi-mai, début août. Donc bien évidemment, dépend de les dates qui vous correspondent en fonction de quand est-ce que vous êtes arrivé, quand est-ce que vous repartez dans votre pays ou quand est-ce que vous voulez étendre votre année. Voilà, il y a quand même pas mal de caractéristiques auxquelles je pourrais pas répondre parce qu'après ça dépend le parcours personnel de chacun. Moi, je sais que je suis arrivée ici le 31 août et en soi j'avais jusqu'au 21 juillet pour compléter mes cours, ce qui laisse quand même plus de 10 mois en fait. Donc c'est très faisable. Donc voilà. Après, je tiens quand même à préciser que voilà, comme je dis, les cours en ligne c'est bien, mais les cours en personne c'est mieux. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et que moi je sais que j'étais arrivée ici en me disant oh j'ai le temps et tout et en fait au moment où j'ai voulu remplir mon nouveau contrat pour étendre mon année, vu que je changeais de famille, etc., en fait j'étais obligée de repasser mes cours, enfin pas de repasser mes cours mais de finir mes cours pour pouvoir valider via l'application avec la nouvelle famille. Donc j'étais obligée de finir mes cours en 2 spi entre guillemets et voilà, c'était assez rapide. Pour les week-end classes, les week-end classes c'est une très très bonne option. Encore une fois, il faut faire attention aux frais. Comme je vous ai dit, la famille vous donne 500 $, ce qui vous laisse quand même l'opportunité entre guillemets de choisir. Et pour moi, en réalité, si vous rajoutez des sous sur un cours qui vous tient vraiment à cœur, en vrai, c'est quand même assez rentable. Il y a plein de filles qui partent faire un séjour à Hawaï. Je crois que le séjour à Hawaï, c'est pendant une semaine. Ça coûte un peu plus de 1000 $. Mais après, vous faites de la plongée sous-marine. Enfin, c'est un truc que vous allez faire qu'une seule fois dans votre vie. Si vous prenez les 500 $ de votre famille, en soi, vous rajoutez juste 500, 600 ou 700 $. Bon, c'est quand même une grosse somme. Mais pour l'expérience que vous allez vivre, après, c'est à peser pour le pour et le contre. En tout cas, ce à quoi vous attendez et en fonction de ce que vous voulez du coup découvrir, etc. Si c'est rentable pour vous, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Moi, je sais que les 500 $ par exemple, je les ai utilisés dans mon cours d'acting, mon second cours d'acting. En tous les cours coûtaient 650, j'ai utilisé les 500 et j'ai rajouté 150 de ma poche entre guillemets.
Et y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais c'est trop dommage et tout. Et en fait, bah moi non, j'ai pas du tout trouvé ça trop dommage. J'ai fait ces cours-là, j'ai adoré l'expérience, j'avais trop envie. C'était une des meilleures écoles d'acting, et je suis trop contente d'avoir choisi cette école. Je suis trop contente d'avoir eu l'occasion de faire des cours chez eux. Et d'ailleurs, je compte possiblement refaire des cours l'année prochaine, puisque l'année prochaine, j'aurai encore le droit à avoir les 500 $ par la famille, la nouvelle famille. Donc voilà. En sachant que oui, comme j'ai oublié de préciser, quand vous renouvelez un an, les 500 $ sont aussi valables la seconde année. C'est-à-dire là, pendant la première année, vous avez 500 pour les études. La seconde année, vous avez encore 500 pour les études. Tout dépend bien évidemment combien de temps vous restez, puisque vous pouvez étendre 6 mois, 9 mois ou un an. Si vous restez 6 mois, ils vont pas vous donner les 500 $. Si vous restez 9 mois, ils vont pas vous donner les 500 $. Si vous restez un an, ils vont vous donner les 500 $. Bien évidemment, ils ne vous donneront pas rien, mais ils vous donneront une somme un peu plus faible puisque vous restez moins longtemps et donc que vous avez moins longtemps pour finir vos nouveaux cours. Donc, pour revenir au week-end class, parce que je me suis un petit peu écartée, les week-end class, c'est un petit peu comme l'exemple que j'ai donné de celui à Hawaï. Concrètement, les week-end class, c'est une destination de votre choix où vous pouvez partir pour apprendre quelque chose en particulier. Il y a énormément de week-end class possibles. Encore une fois, c'est des choses à réserver à l'avance, déjà parce qu'il faut vous organiser avec votre famille pour vraiment savoir si vous travaillez ou pas ce week-end, ou s'ils ont besoin éventuellement de votre présence durant le week-end choisi. Mais aussi parce que c'est pas tous les week-ends, les week-end class. D'autant plus que ça dépend de la destination. Mais après, il y a énormément de week-end class sur plein de destinations possibles. Il y a des destinations à Los Angeles, il y a des week-end class à Los Angeles, il y a des week-end class à Chicago, des week-end class à Washington, des week-end class à Hawaï, des week-end class à je sais pas. En fait, il y en a vraiment partout, quoi. Donc c'est ça qui est hyper bien, c'est que vous pouvez partir sur un week-end, compléter des crédits. Donc rappelez-vous, il vous faut 6 crédits. En général, les week-end class, c'est 3 crédits que vous validez, ce qui est quand même pas mal, puisque ça veut dire que après il vous restera que 3 crédits à faire. Enfin, il vous restera que 3 crédits à faire. Et c'est pas mal, quoi. Genre, vous partez, vous voyagez, en même temps, vous rencontrez des gens, ça fait un peu style colonie de vacances, puisque vous dormez dans une auberge de jeunesse avec ces personnes-là, et vous découvrez un nouveau pays en faisant des cours sur place. Ce que je conseille, parce que je trouve que c'est une très bonne expérience, moi-même je ne l'ai pas fait, mais peut-être l'année prochaine je vais peut-être me tenter pour en faire une. Mais ce que je tiens aussi à préciser, c'est qu'en général les week-end class vont vous coûter plus cher que les cours que vous avez sur place. Je sais aussi que dans certains états, les cours, vous pouvez en avoir des gratuits, ce qui est très très cool. Bon, moi j'habite à New York, donc la gratuité, ça n'existe pas. Mais par exemple, il me semble que c'était dans le Connecticut ou dans le New Jersey, il y a des cours d'anglais, il me semble, qui sont gratuits. Donc c'est cool parce que vous pouvez avoir des cours pour valider vos crédits sans forcément payer. Ce qui fait que les 500 $ de la famille, vous pouvez les utiliser pour autre chose, pour un autre cours, etc. après. Et comme ça, vous aurez fini vos crédits, vous n'aurez pas besoin de faire 50 cours pour valider vos crédits. Voilà. En sachant que les cours en général sont donnés par 2, 3 ou 6 crédits. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'étais dans une situation assez délicate puisque j'avais validé certains cours qui me donnaient 5 crédits. Et en fait, il me manquait un crédit pour arriver aux 6 crédits. Sauf qu'en fait, tous les autres cours ne donnaient pas un crédit. C'était que 2, comme j'ai dit, 3 ou 6 crédits. Donc en fait, vous pouvez faire ça. C'est pas grave si vous avez plus de 6 crédits. C'est avantageux pour vous. Si vous avez envie de faire d'autres cours, en vrai, les crédits, tant que vous en avez 6, c'est OK pour votre première année. Si jamais vous renouvelez, vous avez plus de crédits. Donc là, moi, par exemple, j'en ai 8, il me semble, parce que j'en ai passé 6 pour cette année. Mais avec les cours que j'ai additionnés, j'en ai rajouté 2. Donc les 2 me serviront pour l'année prochaine, ce qui fait que pour l'année prochaine, j'aurai moins de soucis à me faire sur les crédits, puisque j'en aurai déjà validé 2. Voilà. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà. Je vous conseille, si vous n'avez toujours pas fait, de prendre un petit stylo, un petit carnet pour ceux qui sont intéressés par ce projet et de noter toutes les choses qui vous viennent à l'esprit. Encore une fois, si vous avez des questions plus personnelles, etc., n'hésitez pas à venir me contacter sur mes réseaux, etc., pour me poser ces questions-là. Je serai ravie d'y répondre. Mais voilà, dans tous les cas, c'est beaucoup d'infos. Je vous pose un peu tout ça ici, mais je trouve que c'est des infos importantes que en général, les agences mettent pas forcément autant de temps pour parler de ces sujets-là, qui je trouve restent quand même des sujets très importants puisque ça vous concerne vous et ça concerne quand même la validité de votre année, puisque si vous voulez valider votre année, il faut avoir passé vos crédits. Si vous avez passé vos crédits, l'agence vous repaye votre billet retour et vous rentrez chez vous, vous avez fini votre année.
Si jamais vous n'avez pas validé vos crédits, il se peut que vous puissiez rentrer chez vous, mais que vous deviez payer votre billet par vous-même, parce que vous n'avez pas rempli, entre guillemets, les règles du contrat pendant votre année de fille au pair et de remplir ces crédits. Donc voilà, donc moi je vous conseille de finir vos crédits, je vous conseille de vous renseigner et de, quand vous arrivez aux États-Unis, ou en tout cas avant de partir aux États-Unis, alors je tiens à préciser quelque chose, si là vous stressez, vous n'êtes pas parti, etc., vous ne stressez pas avant de partir. Genre les cours, vous pouvez vous en occuper une fois que vous êtes sur place. C'est tellement compliqué de s'occuper quand on n'est pas sur place de ce genre de choses, déjà parce que pour nous, c'est quand même énormément de changements. Et il y a quand même pas mal de choses plus importantes à s'occuper, comme le visa, la famille, le permis si vous l'avez pas, vos heures de babysitting, etc., avant de s'occuper des classes. Après, tout dépend. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours checker sur Internet, taper classe au pair avec la ville si vous savez déjà où c'est que vous allez, ou si vous avez une idée de là où vous voulez aller, et regarder par vous-même s'il y a des choses qui vous intéressent en amont. Mais voilà, dans tous les cas, moi je vous conseille de finir vos crédits. Je vous conseille de pas en vrai trop vous stresser là-dessus, mais je vous conseille que quand vous arrivez sur place, après le premier mois où vous êtes arrivé, parce qu'en vrai le temps passe quand même assez vite, de commencer quand même à vous poser certaines questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme cours, qu'est-ce qui m'est proposé, etc. Et de commencer à regarder, parce qu'après le temps passe très vite. Et je trouve que quand le temps passe très vite, en fait, on arrive à un certain moment après la première période d'adaptation, où en fait après on a envie de voyager, etc. Et en fait, les cours, on les oublie un petit peu. Et quand arrive la deadline très proche de vous, ou que vous avez envie de préparer vos plans pour l'année d'après, pour matcher avec une nouvelle famille, etc., en fait, c'est plus stressant qu'autre chose. Moi, vraiment, j'ai stressé, et franchement, j'aurais su, en fait, j'aurais fait un cours en ligne en même temps que mon premier cours qui n'était pas avec l'agence. Comme ça, j'aurais eu mon cours le samedi, mais dans la semaine, j'aurais pu valider des crédits en ligne, ce qui fait que j'aurais été moins stressée pour justement faire mes trucs, et ça m'aurait pris moins de temps, moins de stress. Donc en vrai, on reste quand même sur une expérience très cool. La famille vous donne 500 $. Vous pouvez choisir des cours que vous pouvez faire à l'étranger, où vous allez être diplômé en fonction du cours que vous avez fait. Attention, je tiens à préciser, les cours ne se passent pas sur l'année. Bien évidemment, c'est sur les différents semestres, comme je vous ai un petit peu énoncé au début, le fall semester, le spring semester et le summer term. Faire attention justement à ces dates-là pour justement choisir ses cours dans ces dates-là et respecter du coup les deadlines des cours qui vous sont proposés. Voilà, donc ça c'était pour les crédits, ce qui était quand même une grosse part, ça m'angoissait d'en parler parce que honnêtement c'est quelque chose que j'ai échappé il y a pas si longtemps que ça, donc j'avais pas forcément envie de me remettre dedans. Mais voilà, je trouve que c'est une notion qui est hyper importante à savoir et voilà, je trouve que l'agence elle en parle pas assez, elle fait pas assez de je sais pas, je trouve l'agence n'en parle pas assez et moi franchement c'est quelque chose qui me stressait à fond et en fait je savais pas du tout chercher les infos. Donc voilà, j'espère que je vous en ai donné un petit peu plus. Ensuite, on passe à la question quand même très importante, quels sont les bons critères pour choisir une famille? Donc là, comme je vous ai dit, on passe au site. Donc quand vous vous enregistrez sur une agence, vous passez sur un site qui va vous proposer des familles. Avant d'avoir le choix des familles, vous devez finaliser votre profil. C'est-à-dire les questions comme je vous ai parlé tout à l'heure, les papiers administratifs, que ce soit les qualifications requises, toutes validées. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez assister aux familles. Donc, par expérience, je dirais que il y a certains éléments qu'on prend pas forcément en compte avant d'arriver sur place parce qu'on est dans l'excitation du voyage, on est dans les papiers, bref, parfois on perd un peu le sens de certaines réalités, mais des réalités qui sont quand même très importantes. Je vous conseille de bien regarder le site attentivement, de regarder les informations et de noter directement en regardant le profil de certaines familles des questions si vous en avez. Parce que la famille va venir à un moment où vous allez les appeler et où la famille va pouvoir vous renseigner, entre guillemets, sur certains aspects qui n'ont pas forcément noté sur le profil ou que vous avez envie d'élaborer avec eux. Enfin, des questions que vous avez envie de creuser un peu plus avec eux. Par exemple, dans la famille, je sais pas, vous allez en Californie, à San Diego, on vous dit que il y a une voiture et que vous allez devoir vous déplacer en voiture. Ok, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est vous qui conduisez la voiture? Est-ce que vous avez une voiture pour vous-même? Est-ce que c'est vous qui payez les frais de la voiture pour vos déplacements personnels ou est-ce que vous dépensez vos sous pour les déplacements tout court de la voiture? Enfin, il y a quand même pas mal de questions qui se posent autour de chaque sujet qui est importante et qui va quand même déterminer les questions de budget, de financement, d'organisation, etc. Donc, pour moi, les aspects les plus importants. Je considère que quand vous regardez
une famille, bon déjà, vous avez un petit feeling en fonction des photos, etc., si ça pourrait vous convenir. Il y a un petit feeling, voilà, qui peut se passer. Premièrement, je pense que la localisation, c'est quelque chose à regarder. Moi, personnellement, j'ai fait l'erreur de trop me projeter sur la localisation et de pas forcément trop m'intéresser au reste. Parce que j'étais obsédée par le fait d'être à New York. J'avais envie d'être en ville. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de temps libre. Moi, je voulais vraiment me lancer dans l'acting et sur place à New York, c'est là où ça se passe. Après, je dis pas que si vous êtes dans le New Jersey ou quoi, vous allez vous ennuyer, mais il faut prendre en compte que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de distance. C'est-à-dire que si vous avez des copines, bah parfois vous allez mettre 20 minutes en voiture pour aller chez votre copine. Voilà, moi là, je prends le subway, j'y suis. Je ne fais pas des comparaisons positifs, négatifs, mais je dis juste que c'est pas quelque chose dont on fait vraiment attention au début, mais la localisation, c'est important. Quand vous avez, par exemple, sur le site, un petit indice de où se trouve la maison, parce qu'ils vont pas vous donner l'adresse exacte au début, il faut que vous regardiez sur Internet. Vous allez sur Google Maps, je ne sais pas, sur n'importe quoi, vous regardez où se trouve à peu près l'indice que vous avez vu et qu'est-ce qui se trouve aux alentours. Euh, les transports, enfin tout en fait ce qui se passe autour, parce que on a beaucoup de temps libre et c'est vrai que si on est à Pétaouchnok, en plein milieu du désert, du Texas, je ne sais pas, on peut très vite s'ennuyer puisque bah forcément il y a moins de gens, il y a moins de rencontres à faire, il y a moins de distractions à faire aussi. Beaucoup de voitures, beaucoup de trajets, donc beaucoup d'essence dépensée. Enfin voilà, c'est quand même des choses qui, je pense, sont importantes et qu'on réalise pas forcément au début. Et maintenant, je peux le dire, en étant sur New York Centre, c'est vraiment incroyable. Pour vous donner une idée, quand j'ai décidé de renouveler mon année et que j'ai fait ma recherche de famille pour la seconde année, d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous voulez renouveler avec la même famille dans laquelle vous êtes, c'est possible. Juste moi, j'avais envie de changer. En général, en deuxième année, les filles au père, elles changent de famille puisqu'elles ont envie de quelque chose de nouveau, ce qui est mon cas. Quand j'ai fait ma recherche de famille, donc pour l'année d'après, il y a beaucoup de familles qui m'ont contacté et qui me disaient «Oh, on est sur Long Island, on est à 30 minutes de New York Centre, on est à 20 minutes de New York Centre, blablabla, blablabla». J'ai regardé en fonction de moi ce que je connaissais, puisque maintenant, en ayant habité un an à New York, je sais exactement les trajets, je sais exactement les transports, je sais exactement comment les choses se passent. Pour vous donner un exemple, si vous êtes dans le New Jersey, même si vous avez beaucoup de temps le matin, vous n'allez pas forcément pouvoir venir à New York parce que déjà le train va vous coûter 17 balles l'aller plus 17 balles le retour, donc je sais pas si vous allez le faire tous les jours. En plus de ça, vous allez pouvoir venir en général les week-ends parce que bah, dans la semaine, le temps de faire le trajet, etc., s'il y a des problèmes de train, etc., vous n'allez pas pouvoir juste vous déplacer, profiter, vous n'allez pas avoir le temps de faire ce que vous avez envie de faire sur place et possiblement manquer par exemple la sortie d'école ou des choses comme ça que vous ne devez pas manquer, bien évidemment. Donc bref, pour revenir à ma petite histoire, Long Island, etc., j'ai contacté et en fait à chaque fois il y a plein de familles qui disent oui, Long Island c'est dans New York, c'est dans l'état de New York, Long Island c'est à 30 minutes en train de New York, etc. Faut regarder quand même sur la Maps. Parce que, comme j'ai dit, les distances ici c'est quelque chose à considérer. Moi quand la maman elle m'a dit 30 minutes, c'était 30 minutes en voiture. C'est-à-dire qu'en subway ou en train, c'était 1 heure. Bah, j'ai pas envie de ça parce que 1 heure, c'est trop loin pour moi. Moi, j'ai envie de rester dans le centre. Et voilà. Donc, la localisation, c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose à prendre en compte parce que ça va quand même déterminer une grande partie de votre expérience, une grande partie de vos rencontres, une grande partie de ce que vous allez faire quotidiennement, une grande partie de vos déplacements, etc. Prenez en compte la localisation. Très important. Ensuite, je vous conseille de regarder l'argent. Je vais pas trop m'étaler sur la question. Le seul truc que je tiens à préciser, c'est que l'agence, elle met le salaire à 195,75 $ par semaine. Honnêtement, si les familles n'arrondissent pas à 200 $, soit vous négociez pour les arrondir, parce que bon, je suis désolée, 195 $, ça leur coûte que 4 $ et quelques de plus par semaine. Si franchement ils chipotent sur 4 $, barrez-vous. Parce que je suis désolée, les gens qui ont des au pairs ici, ils sont blindés de thunes. Il y a un moment, c'est bon. Déjà, on n'est pas payé énormément pour ce qu'on fait, pour la valeur du travail qu'on donne. Donc, je suis désolée si ils arrondissent pas le salaire à 200 $. S'ils veulent pas, enfin, si vous voyez que vous négociez et direct ils disent ah oui oui on peut vous le mettre à 200 $ et tout, ok nickel. Mais si franchement ils chipotent pour 4 $ et quelques, ça dégage. Pour vous donner une petite idée,
Ici, pour se payer une fille au pair, on tourne autour des 20 000 dollars. Donc, les familles qui payent autant d'argent sur une année pour vous, ils vont pas chipoter sur 4 dollars par semaine, quoi. Enfin, 4 dollars pour eux, c'est que dalle. Vraiment, c'est que dalle. Genre, 200 dollars par semaine, pour eux, c'est une somme, certes, mais c'est ça équivaut à 20 dollars. Enfin, c'est que dalle, quoi. Donc, vraiment, faites attention sur justement le chipotage, parce que moi, je trouve que c'est grave un red flag pour le coup, de chipoter autant sur si peu d'argent. Parce que il faut savoir qu'ils payent 20 000 dollars, mais dans là-dedans, enfin, il y a les 500 dollars de cours, tout ce qui concerne la nourriture, les déplacements. Moi, je sais qu'actuellement, ils me payent tout déplacement, que ce soit les déplacements en bus, les déplacements en subway, etc. Bon, ils vont pas chipoter pour 4 dollars, quoi. Donc voilà, c'est un conseil. Vous prenez si vous voulez. Si jamais vous voulez pas le prendre et vous voulez suivre vos instincts, suivez vos instincts. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Si vous êtes payé bien plus que 200 dollars, bah écoutez, c'est très cool. Prenez l'affaire pour vous. Vous pouvez essayer de négocier plus de 200 dollars, mais je dirais que pour une première année, 200 dollars, c'est en général ce qu'on est payé. On peut commencer à essayer de négocier pour la seconde année. Moi, je sais que j'ai négocié pour ma seconde année. Je vais pas être payée plus parce que on a les taxes et j'y reviendrai un petit peu après. Donc, ce qui est pas forcément avantageux pour moi. Mais j'ai fait un deal entre guillemets avec ma prochaine famille pour qu'ils m'aident beaucoup plus au niveau des cours d'acting. Donc en fait, ils vont me donner beaucoup plus d'argent pour que je puisse faire beaucoup plus de cours, ce qui pour moi est beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est niveau argent. Voilà, vous prenez si vous avez envie de prendre, sinon vous laissez, mais c'est un conseil. Pour la chambre, je conseille de regarder quand même la chambre. Tout dépend de où vous allez, où vous serez. Si vous serez à Manhattan, vous attendez pas à avoir une chambre méga grande avec un lit double, etc. Non. En général, toutes les personnes que je connais qui habitent à Manhattan, on a un lit simple, on a une toute petite chambre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme Paris, malheureusement, c'est un peu, t'habites en ville, t'as un petit appartement. Faut faire attention à la lumière. Pour moi, c'est important. Je sais que dans ma prochaine famille, j'aurai plus de lumière dans ma chambre, mais je pense que je vais être beaucoup mieux, notamment parce que je vais avoir un bureau. Et moi, j'ai beaucoup de projets personnels qui font que, il y a des fois les matins, je travaille à la maison et c'est compliqué parce que là, actuellement, dans ma chambre, je suis obligée d'être dans le salon, sauf que des fois, ils font du télétravail, ils sont à la maison, et du coup, en fait, je peux pas travailler. Ce qui est compliqué. Mais voilà, je conseille quand même de faire un minimum attention à la chambre. Si par exemple vous savez votre salle de bain partagée avec les enfants, c'est ok. Si vous avez votre salle de bain partagée avec les parents, je conseille pas. Trop galère, pas forcément hyper à l'aise dès le début, c'est quelque chose que je conseille pas. Quand j'étais à Londres, je partageais la salle de bain avec les parents et les enfants parce que la seconde salle de bain des parents était en construction. Mais ça me dérangeait pas parce que nos horaires coïncidaient. En général, j'avais le temps de prendre une douche, etc. Les enfants, ils prenaient pas 50 000 ans dans la salle de bain. Vu qu'après ils allaient au lit, moi j'avais le temps de prendre ma douche après. Enfin, c'était quand même assez bien régulé au niveau du temps et de la douche. Tout le monde était respectueux. Niveau hygiénique, ça suivait super bien. Donc c'était pas quelque chose dont vraiment je m'inquiétais. Maintenant, actuellement, pas forcément pour parler de ma famille ici actuelle ou quoi, mais quand on est en appel, on sait pas trop ce que ça donne au niveau hygiène, on sait pas trop ce que ça donne au niveau de tout ça. Euh, et je vous conseille sur un an, franchement, si vous avez votre salle de bain à vous-même, c'est tout bénef. Voilà. Donc moi, je conseille de regarder un petit peu tout ça. Après, si vous partagez votre salle de bain avec des enfants, moi personnellement, là actuellement, j'ai ma salle de bain à moi toute seule. L'année prochaine, je vais sûrement la partager parce que les enfants aiment bien prendre des bains et j'aurai une baignoire. C'est pas quelque chose qui dérange puisque les enfants vont au lit à 20h. Toi, tu peux prendre ta douche après. C'est pas très grave. En sachant que, en vrai, le matin, si t'as pas le temps de prendre ta douche, tu peux le déposer à l'école et revenir prendre ta douche. Bon. Si c'est que avec les enfants, c'est pas très grave, en sachant que faut quand même que ce soit un minimum votre espace et que vous vous sentez quand même à l'aise. C'est quand même le but. Donc voilà, donc moi je vous conseille quand même de regarder votre chambre, votre salle de bain, en fonction des caractéristiques qui vous intéressent. Moi je sais que la lumière c'est quelque chose qui m'a pesé énormément au début, puisque dans ma chambre j'ai une lumière très jaune, et l'hiver à New York c'est très sombre. On est entouré de bâtiments, donc forcément en face de ma fenêtre il y a que des bâtiments, j'ai pas forcément beaucoup de lumière de base, mais donc quand il fait pas beau, etc., surtout en hiver quand il fait nuit super tôt, c'est hyper déprimant, et la lumière jaune c'est pas forcément la super lumière. Donc voilà, c'est des choses à faire attention. Après, encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque famille. Voilà, il y a beaucoup de, enfin, il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps avec leur famille, donc ils passent pas beaucoup de temps dans leur chambre. Il y a d'autres gens, ils passent jamais de temps dans leur chambre juste pour dormir parce qu'ils sortent à droite à gauche tout le temps, tous les soirs et tout. Donc, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez, ce à quoi vous vous attendez, mais quand même demander à voir la chambre, demander à avoir des photos, ne pas l'avoir seulement en appel. Essayez de vous préparer aussi mentalement à cette chambre qui sera votre chambre pendant un an ou plus.
Ensuite, ce qu'il faut faire attention, tout dépend encore une fois de votre point de vue. Pour ma part maintenant, après avoir vécu presque 8 mois ici avec ma nouvelle famille aux États-Unis, un planning c'est obligatoire. Ici j'ai pas de planning et franchement c'est des fois très gavant parce que en fait je peux pas m'organiser le soir, je sais pas à quelle heure je termine, je sais pas si je peux sortir, je sais pas si je peux appeler mon copain, je sais pas si je peux appeler mes potes, je sais pas si... Enfin, en fait, je sais pas forcément le planning tout le temps et ça, des fois, c'est hyper contraignant parce que, en fait, je suis toujours au courant au dernier moment de tout. Et des fois, c'est avantageux parce que des fois, la maman, par exemple, elle finit plus tôt, donc j'ai terminé à 18h et auquel cas, c'est très cool parce que, si j'avais un planning, ça aurait pu être marqué plus tard, mais au final, voilà, il y a toujours des changements. Un métier de parent, ça se prévoit pas, comme je dis, donc faut pas non plus être trop exigeant au niveau des plannings. Mais avoir une idée à peu près de à quelle heure on finit, etc., c'est quand même hyper avantageux parce que ça te permet de t'organiser. C'est aussi ton année, t'es là pour faire tes expériences et ne pas pouvoir s'organiser, des fois c'est hyper contraignant et c'est hyper frustrant. Moi, il y a plein de fois où, par exemple, là, je suis censée finir de base à 8h, 8h, 8h30. Il y a plein de fois où ils m'ont dit, genre le soir même, on sort manger et tout, et au final, je me retrouve à finir à 10h parce que le petit, il faut que je le couche, il arrive pas à s'endormir, machin et tout. Et j'avais dit à mon copain que j'allais l'appeler à 8h, et au final, mon copain, il dort, et je l'ai manqué. Donc voilà, il y a des choses quand même qui sont assez frustrantes et qui sont pour moi quand même importantes à regarder. Faut être flexible. Après, en échange, la famille que j'ai est extrêmement flexible, c'est-à-dire que quand je leur dis que j'ai telle chose organisée, ils le prennent vachement en compte et au final, c'est un peu donnant-donnant. Mais l'année prochaine, oui, j'aurai un planning et je pense que ça m'aidera d'être un peu plus stable dans ma structure de vie, dans mon quotidien et de pas me sentir tout le temps à l'affût. En fait, enfin, le problème dans le fait de pas avoir de planning, c'est que je me sens jamais vraiment libre d'esprit. Dans le sens où des fois, par exemple, à 6h, la maman, elle est là, elle me dit oui, t'as fini et tout, machin. Enfin non, en fait, le truc, c'est ça. En fait, le truc, c'est que la maman, elle va être là à 6h, mais elle me dit jamais quand j'ai fini ou pas. Ce qui fait que, en fait, des fois, je suis là, je sers à rien, les parents passent du temps avec leurs enfants, et moi, je suis pas forcément conviée à ce temps-là. Et juste, en fait, j'ai l'impression de devoir être aux aguets, alors que juste, moi, ça me fait perdre du temps sur mes trucs. Après, encore une fois, comme j'ai dit, des imprévus, ça arrive. Faut faire attention puisque aussi, il faut prendre en compte le fait que on doit travailler donc maximum 40 heures par semaine. Si vous dépassez les 40 heures par semaine, normalement, vous devez être payé plus. Vous devez être payé en extra. Moi, c'est pas quelque chose que je compte parce que je considère que mon travail est très très light. Donc même si je donne des heures en plus, je considère pas que je dois être payée pour, même si en soi je devrais, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise non plus de demander. Et en soi, pour le travail que je fournis, c'est déjà ok. Tout dépend du travail que vous fournissez, tout dépend de la présence que vous fournissez avec les enfants, etc. Mais voilà, comme j'ai dit, des imprévus, ça arrive. Des fois, les familles vont vous envoyer un message au dernier moment pour vous prévenir d'un truc. Mais les familles qui prennent pour acquis, ça arrive aussi. Et ça, c'est pas cool. Pour parler de mes deux expériences, après quand vous êtes dispo, vous pouvez passer du temps avec les enfants. Moi, il m'arrive très très rarement ici de passer du temps avec des enfants parce que ils ont souvent des activités. En général, quand les parents y rentrent, c'est déjà l'heure du coucher pour le plus petit et tout. Puis après, les grands, ils ont des devoirs, donc j'ai pas forcément énormément de temps avec eux. Mais à Londres, les enfants étaient plus petits, ils avaient beaucoup moins de devoirs, etc. Les parents étaient très très tôt à la maison, on mangeait tous ensemble, ce qui ici aux États-Unis arrive quand même beaucoup moins dans les familles puisqu'ils n'ont pas le temps de manger ensemble. Mais voilà, moi je sais que à Londres, c'est quelque chose que je faisais. Je mangeais avec ma famille, je passais du temps avec ma famille. Des fois, euh, je passais littéralement plus de temps avec eux dans mon temps libre que dans mon temps de travail. Et c'était ok parce que j'adorais faire ça et c'était pas considéré comme du travail en plus ou quoi pour moi. Encore une fois, tout dépend de votre point de vue et de la relation que vous avez avec votre famille. Pour les tâches ménagères, je considère que c'est aussi important de regarder. Encore une fois, comme j'ai dit, les familles qui prennent pour acquis, ça existe. Faut faire attention. En général, comme je vous ai dit, ils sont blindés de thunes, les gens qui ont des filles au père. Donc en général, ils ont des femmes de ménage. Vous n'avez pas à vous occuper du ménage normalement. Mais encore moins, vous n'avez pas à vous occuper, par exemple, de la lessive des parents. En général, quand vous êtes fille au père, vous allez changer les draps des lits, laver les draps des lits, changer les lits, faire les lits, laver les vêtements, etc. Tout ce qui dépasse ça, normalement, vous le faites pas. Attention, je ne parle pas de vider un lave-vaisselle. Vider le lave-vaisselle, moi je le lave tous les matins, je le vide. Quand il est rempli, je le mets à laver, ça me paraît logique. Voilà, après on vit quand même en communauté.
C'est pas parce que vous changez la poubelle une fois que vous allez devoir être payé plus. C'est pas parce que vous videz le lave-vaisselle que vous devez être payé plus. Pour moi, c'est des choses qui sont normales à faire en communauté. Voilà. Par exemple, dans ma famille actuelle, les enfants ou même les parents mettent toutes leurs affaires dans l'évier et après, bah, en général, des fois, je les mets dans le lave-vaisselle, des fois, ça me gaffe parce que je suis en mode, bon, bah, enfin, le lave-vaisselle, il est à côté, vous pouvez le faire directement. En semaine, je le fais. Si j'ai fini de travailler et que des fois, bah, j'ai la flemme de le faire, je le fais pas. Parce que des fois, il y a plein d'assiettes et je suis en mode, bon, bah, frère, c'est bon. Après, la plupart du temps, je vais le faire parce que bon, en soi, bah, je passe dans la cuisine, voilà, ça prend 2 secondes, ça va être plus propre, ça va être plus agréable, que ce soit pour moi ou pour les autres, donc pourquoi pas le faire. Le week-end, je vais pas forcément le faire, à part encore une fois si je considère que c'est vraiment le bordel et que ça mérite d'être lavé. Mais voilà, encore une fois, vous n'êtes pas la boniche non plus. Voilà. Mais il y a quand même une part à faire entre le logique, enfin la logique un peu des choses et le too much. Après, voilà, vider la poubelle, vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, c'est pas non plus une corvée qui va vous demander 10 ans, vous pouvez le faire. Voilà, ça fait partie d'une hygiène quand même de communauté, je trouve, et d'une hygiène importante. Voilà. Après, si la famille vous demande de laver la maison, ce qui peut arriver, laver la cuisine, etc., renseignez-vous auparavant, vérifiez que vous êtes OK avec ça et demandez aussi s'ils ont des femmes de ménage. Parce que s'ils ont des femmes de ménage, pourquoi vous devriez faire le ménage? Si par exemple la femme de ménage arrive le lendemain, bon, pas très logique. Après, je dis pas, si par exemple vous cassez un verre, vous allez pas laisser le verre par terre en attendant que la femme de ménage arrive la semaine d'après. Non, bon voilà, vous nettoyez si jamais il y a un truc qui tombe, un truc machin, les enfants renversent un truc et tout. Bon, bien évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte et à faire bah, directement sans forcément penser au oh là là, je vais pas le faire parce que c'est la femme de ménage qui est censée le faire, quoi. Voilà. Ensuite, pour moi, ce qui reste quand même très important, c'est toujours rentrer en contact avec la fille au père d'avant. En général, quand on appelle la famille, etc., il y a plein de points de vue qu'on peut pas forcément partager parce qu'on n'est pas au même stade. Nous, on est là pour travailler en tant que fille au père. Eux, ils sont là, ils ont toujours vécu dans leur maison, ils ont toujours eu leurs enfants. Enfin, vous voyez, les points de vue sont pas les mêmes. Pour nous, tout est nouveau. Pour eux, tout est normal. Donc, je trouve ça important de rentrer en contact avec la fille au père avant vous, si jamais il y en a eu une. Si jamais vous êtes la première, c'est vous qui gérez. Mais si si jamais il y en a eu une avant vous, je trouve ça bien de rentrer en contact parce que elle-même, elle a eu les mêmes points de vue que vous. Elle est arrivée pareil que vous allez arriver et elle va forcément pouvoir vous donner des tips ou des conseils ou des recommandations que la famille ne va pas pouvoir vous donner. Encore une fois, les points de vue sont très différents et moi, je conseille fortement de prendre contact avec l'ancienne fille au père. Si par exemple la famille est en rematch, oui, parce que du coup, j'ai même pas parlé des rematchs. Si là, par exemple, la famille est en rematch, donc c'est-à-dire que la fille au père actuelle est partie, mais que vous savez pas pourquoi elle est partie, que vous avez pas moyen de la contacter et que personne de la famille veut vous donner son numéro, bon, moi, il y a quelque chose de louche. Pour vous donner une idée, encore une fois, quand que je faisais ma recherche pour les familles de l'année prochaine, je suis tombée sur une maman. En fait, c'était une maman célibataire et elle m'avait dit oui, vous pouvez prendre contact avec ma fille au père, mais que par mail. Bon, déjà, c'est très étrange parce qu'en général, nous, les filles au père, on prend contact en général sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. Mais bon, par mail, ça peut se faire, mais bon, c'est quand même très, bon, très glauque. Et, euh, et en fait, je lui avais demandé plusieurs fois avant qu'elle me donne son contact. Et au-delà de ça, c'était la fille au père qui m'avait contacté pour me demander si je cherchais une famille et qui m'avait dit qu'elle repartait chez elle. Je lui avais demandé pourquoi. Et en fait, elle n'avait jamais, enfin, elle m'a jamais dit. En fait, elle tournait autour du pot, mais elle m'a jamais dit. S'il vous plaît, si vous êtes fille au père, dites la vérité. Et s'il y a vraiment quelque chose de méga inconfortable, de méga chiant, de méga illégal ou quelque chose, enfin dites-le à l'ancien au père, laissez pas l'ancien au père arriver dans le foyer entre guillemets et faire face à des choses bah où elle aurait pu être prévenue en avance. Faites don de votre expérience pour en parler aux autres et pour justement faire de la prévention en fait. Il y a des choses malheureusement qui arrivent des fois qui sont un peu perturbantes. Euh, pour vous donner des exemples, moi j'ai plein d'amis à moi qui ont rematch. Donc le rematch, pour expliquer, c'est changer de famille au cours de votre aventure. C'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment de l'aventure, il n'y a pas forcément de temps pour le faire. En général, le rematch, c'est assez stressant parce que pour vous expliquer un petit peu, le rematch, c'est concrètement, vous partez de votre famille, vous avez 2 semaines pour trouver une autre famille. Mais si au bout de 2 semaines, vous n'avez pas trouvé une nouvelle famille, vous devez rentrer chez vous. Donc, moi, je conseillerais fortement, si par exemple vous voulez faire un rematch ou quoi, d'essayer de trouver à travers Facebook, à travers différentes applications,
une famille qui serait intéressée potentiellement par votre profil et lancer la procédure de rematch quand vous avez déjà trouvé une famille ou quand vous avez déjà une touche, en fait. Parce que les 2 semaines que vous allez passer à trouver votre famille, 2 semaines, c'est extrêmement rapide. Et des fois, malheureusement, il y a des filles qui sont obligées de rentrer chez elles parce qu'elles n'ont pas pu trouver de famille et qu'elles sont pas, enfin, c'est pas qu'elles sont mal organisées au niveau de la démarche, parce qu'en soi, la démarche est telle quelle, donc on peut pas vraiment la changer, et voilà. Mais ça reste assez compliqué. En parlant, il y a plein de choses que je me rappelle que j'ai pas du tout abordées, notamment le fait que quand vous êtes en rematch, si jamais par exemple avec votre famille ça se passe très très mal, moi j'ai l'expérience d'une copine où ça s'est passé très très mal avec sa famille. Un jour elle leur a dit je m'en vais, elle avait déjà fait ses valises, elle est partie le lendemain matin et en fait elle avait 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. En attendant elle est allée chez sa LCC. Comme je rappelle, vous savez, la LCC, c'est la personne qui s'occupe de votre dossier, qui est toujours là pour vous. La LCC est capable d'accueillir des gens chez elle. Donc, si vous êtes en période de rematch, qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe avec votre famille, quelque chose où vous ne pouvez absolument pas rester dans l'environnement de votre famille parce que c'est trop stressant, il y a trop de tension, il y a des trucs malsains, etc. qui s'y passent, vous pouvez demander à rester chez votre LCC. Votre LCC ne va pas vous garder indéfiniment. Il y a un moment, il va falloir que vous trouviez une famille et vous trouviez une solution pour justement réaménager quelque part d'autre. Encore une fois, c'est stressant, mais c'est des solutions. Et moi, je sais que pareil, l'agence, ils disent oui, il y a que 2 filles sur 10 qui rematch. C'est faux. Il y a genre 6 ou 7 filles qui rematch sur 10. Moi, la plupart de mes rencontres sont des filles qui ont rematch. Et c'est stressant, mais le fait de voir que c'est très commun, en fait, c'est moins stressant, c'est faisable. Ça reste stressant, mais c'est faisable. Évitez de paniquer. Si jamais aussi vous tombez dans une famille qui vous convient vraiment vraiment pas, il y a toujours des solutions. Après, c'est pour ça que je vous conseille de faire quand même attention au maximum d'informations que vous avez avant de partir pour éviter le rematch, parce que c'est quand même pas une situation facile. Non seulement parce qu'il faut que vous avouez à votre famille que vous partez, il faut trouver une autre famille dans le délai imparti, et pour vous c'est hyper stressant. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de toujours rentrer en contact avec la fille au pair, surtout si c'est une fille au pair qui est en rematch. Pourquoi elle est en rematch? Pourquoi elle s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est des choses où elle vous dit vraiment les choses telles quelles, bon bah voilà, ça se passe pas bien parce que ça. Bon, après vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, chacun a des points de vue, chaque expérience est différente, chaque famille ne matche pas avec tout le monde. Tout dépend de ce que vous attendez avec l'expérience et de ce que vous attendez avec votre famille. Il y a des gens qui vont rematch et qui vont trouver des familles où ils vont se sentir beaucoup mieux et des filles qui vont prendre leur place, qui vont se sentir très très bien dans la famille avec laquelle ça a pas matché pour l'autre fille. Donc voilà. Mais je pense que prendre contact avec l'ancienne fille au pair, c'est quelque chose de très cool. Moi, c'est ce que j'avais fait pour cette expérience actuelle. Je suis toujours en contact avec la fille au pair. Maintenant, on parle limite de notre vie personnelle. Enfin voilà quoi, limite, je me suis fait une nouvelle copine où en fait, on a eu une expérience très similaire. Et je sais que moi, il y a des fois, il y a des choses par exemple, qui se passaient pas forcément comme je l'entendais, etc. Et le fait de lui en parler, le fait qu'elle ait un point de vue dessus, qu'elle l'ait déjà vécu avant moi, parfois en fait, juste ça aide à se sentir déjà mieux comprise. Parce que c'est pas facile quand on part dans un autre pays avec que des gens inconnus au bataillon, mais aussi le fait que des fois elle me donnait des conseils, elle me donnait des astuces, etc. qui m'ont quand même vachement aidé, que ce soit avec les enfants, avec les parents, ou en tout cas à moi comment m'organiser. Si vous avez des questions à poser à cette fille au pair, posez-lui toutes les questions. En général, les filles au pair, elles sont hyper à l'écoute, elles sont hyper là pour vous renseigner. Moi actuellement, je suis déjà en contact avec les filles au pair qui vont potentiellement me remplacer l'année prochaine. Et c'est hyper important parce que il y a un an j'étais à leur place et c'est hyper important comme step de trouver sa famille et d'avoir des avis de la fille au pair, c'est hyper important et voilà. Enfin bref, je vous conseille de regarder le couvre-feu. C'est quelque chose on ne pense pas forcément au début parce que c'est pas quelque chose où on se dit oh là là couvre-feu etc. C'est pas forcément quelque chose qui nous vient à l'esprit en tout premier. Sachez que si vous avez vécu seul avant ça, moi, par exemple, j'ai vécu 2 ans en appartement seul pendant que je faisais mes études avant de venir ici. Vivre en communauté, ça change quand même pas mal de choses. En sachant que, en général, les parents vous occupez quand même de leurs enfants, donc ils s'attendent quand même à un minimum de professionnalisme de votre part. C'est-à-dire que vous sortiez pas forcément tous les soirs, que s'il y a des soirs où vous sortez, vous soyez capable d'assurer le lendemain matin. J'ai une amie qui a des couvre-feux et qui en souffre parce qu'elle ose pas en parler à sa famille et au final c'est hyper problématique par rapport à sa situation et par rapport à ses plans. Notamment encore une fois au lieu de localisation etc. ça fait pas mal de choses le couvre-feu. Je sais qu'en début d'année j'étais sortie avec des copines, j'étais vraiment pas rentrée très tard, je crois que j'étais rentrée à minuit et le lendemain je travaillais. Mais voilà quoi, j'étais en début d'année, j'avais besoin de rencontrer des gens, on est parti manger dans un restaurant qui d'ailleurs si vous visitez New York ou si vous vous apprêtez à être fille au pair à New York, allez
au Stardust. C'est un petit restaurant où les gens ils chantent et tout, c'est hyper agréable, très bonne ambiance, voilà, bref. Et donc j'étais rentrée vers minuit et en fait j'avais croisé le père dans la maison quand je suis rentrée et il m'avait fait un peu une réflexion du style mais tu travailles demain, qu'est-ce que tu fais dehors, tu devrais te coucher plus tôt et tout, essaye de pas rentrer aussi tard et tout. Et moi dans ma tête je m'étais dit bah minuit, enfin oui c'est tard parce que c'est en semaine etc. Mais enfin ça m'avait un peu énervé le fait qu'on me parle comme si j'avais 14 ans parce que bah avant ça j'ai eu quand même une indépendance, je sais quand même me gérer, je sais que si je sors, je sais que bah si je rentre à minuit c'est parce que je suis pas rentrée à 3 heures parce que je sais que j'allais pas forcément assumer après. Enfin bref, je sais me gérer quoi. Et c'est vrai que des fois recevoir des conseils entre guillemets ou des réflexions de la part des parents, c'est pas facile parce que bah vous habitez chez eux, donc vous pouvez pas non plus bah leur crier dessus, vous pouvez pas non plus être ne pas d'accord avec eux. Mais des fois, c'est assez frustrant parce que bah, vous avez un certain âge aussi, vous avez eu vos expériences à vous et vous êtes là aussi pour visiter. Enfin, si vous rentrez, vous allez vous coucher tous les soirs à 20h parce que soi-disant vous avez besoin de tant d'heures de sommeil avant de vous occuper des gamins, c'est pas votre expérience à ce moment-là, quoi. Après ce couvre-feu-là, j'en avais parlé à l'ancienne fille au père qui m'avait dit que elle sortait très souvent et des fois elle sortait en semaine, elle rentrait hyper tard, mais le lendemain elle était capable d'assurer, donc ça posait pas problème. Donc, un petit peu après cette date-là, il y a eu Halloween. Moi, j'étais sortie avec mes copines et tout, et bah, avec les transports, etc., j'étais rentrée à la maison à 3 heures du matin. Et en fait, je l'avais dit à la mère que j'allais rentrer un peu plus tard, histoire de prévenir un petit peu en avance. Et au final, j'ai vu avec le temps que bah, la maman, elle s'en fichait un petit peu, et que au final, au fur et à mesure du temps, enfin même si je rentrais à 3 heures, 4 heures du matin, etc., bah le lendemain matin, j'étais là pour les enfants et je faisais mon travail tip top quoi. Donc les parents au final, ils m'ont pas forcément réprimandé là-dessus parce que bah ils savaient que je gérais et pour eux, c'est juste important de savoir qu'on peut bah, assurer avec les enfants le lendemain. Après, je vous dis pas de tester les parents en mode je vais sortir à 4 heures du matin, je vais bien montrer que je suis rentrée à 4 heures du matin. Non, prévenez-les que vous sortez en retard, essayez de voir déjà en appel s'il y a vraiment des couvre-feux très stricts, auquel cas, moi je vous conseille, suivant ce que vous avez comme point de vue, etc., de faire attention. Donc, bah ça pour moi c'est un peu les conseils. Donc pour répéter un petit peu niveau, si vous êtes en train de faire une petite liste, etc., le planning c'est important, les tâches ménagères, rentrer en contact avec l'ancienne fille au père, regardez la chambre, faites attention à l'argent, et faites attention aussi à la localisation où c'est que vous allez être situé. Faites attention au couvre-feu. Et ensuite, bah, vous avez les questions telles que bah, poser des questions sur les enfants, s'ils ont des activités, à quoi va ressembler votre emploi du temps quand vous serez sur place. À partir des premiers appels, vous pouvez peut-être demander un peu plus sur la localisation si vous n'avez pas forcément réussi à trouver trop d'informations concernant la localisation, ce qui va vous permettre de gérer un peu mieux votre expérience. Demander les moyens de transport, qui c'est qui paye les moyens de transport, comment est-ce qu'on gère, etc. pour que vous puissiez quand même venir ici avec en tête les besoins financiers dont vous allez avoir besoin. Faites attention aux moyens de transport en sachant qui paye, etc. pour que vous puissiez quand même bah, organiser votre voyage aussi de question financière, quoi, que vous puissiez venir avec assez d'argent si jamais c'est vous qui payez les transports. Donc, demandez les horaires d'une journée typique avec eux, bien évidemment. Est-ce qu'il faut que vous fassiez les courses parce que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. En soi, moi, je l'ai fait, c'est pas très grave. Ça fait aussi partie du taf. Mais est-ce qu'ils commandent sur Internet? Est-ce que bah, vous devez faire les courses, etc. Ça dépend s'il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas moi une question que je m'étais posée, mais il y a des gens qui font attention à ça. Si vous devez conduire, est-ce que c'est vous qui payez l'essence de vos propres trajets? Comment la voiture marche? Est-ce que vous avez une voiture à vous-même? Est-ce que vous avez une carte bancaire pour justement gérer les dépenses concernant les enfants? Ce qui pour moi est quand même très utile concernant les taxes. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais les cartes bancaires pour gérer vos trucs, c'est très cool parce que moi, je sais que par exemple, quand je vais faire mes courses, bah, j'achète des trucs pour moi avec leur carte bancaire puisque ça rentre dans leur budget à eux au niveau des dépenses, couvrir les frais alimentaires pour moi. Mais voilà, ça me permet de pas forcément leur demander, d'être gênée de demander quelque chose, etc. Bon. Demander s'il y a des activités payantes. Alors ça, c'est un exemple que j'ai parce que j'ai une amie qui est partie vivre à Long Island. Elle est partie vivre là-bas en se disant il y a la plage, c'est trop cool, etc. Encore une fois, on est à New York, faut pas oublier que tout est payant. L'entrée de la plage coûtait 10 $, ce qui fait qu'elle n'y a pas été tous les jours et que la famille n'avait pas de pass qui permettait de rendre la plage gratuite ou en tout cas moins chère pour elle.
et il ne lui payait pas la plage. Donc au final, elle s'est retrouvée là-bas pour la plage sans pouvoir aller à la plage et ça pose problème. Donc demander les activités, etc. Si jamais c'est un point fort qui a fait que vous voulez absolument aller avec eux, ou en tout cas dans cette localisation par rapport à une activité en particulier, renseignez-vous sur cette activité. En général, pendant le premier appel, vous ne posez pas toutes les questions, puisque vous êtes un peu gêné, c'est le premier appel, c'est le premier contact. Faut que vous vous intéressez un minimum aux enfants. Là, j'ai mis plein de questions vous concernant quand même vous, mais voilà, vous êtes aussi là pour les enfants, pour apprendre à les connaître, pour jouer avec eux. Vous allez passer 1 an avec eux, ce qui est quand même très conséquent pour un enfant. Donc voilà, il faut quand même que vous soyez prêts à donner votre énergie, à vous préoccuper quand même des enfants, à faire attention à ce qu'ils aiment, etc. Moi, je trouve que pendant les premiers appels, les bonnes questions à poser, c'est est-ce qu'ils ont des activités, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, est-ce qu'il y a un film qu'ils aiment en particulier, etc. Et pourquoi pas, par exemple, s'il y a un film en particulier ou quelque chose qu'ils aiment en particulier, se renseigner un petit peu avant d'arriver, ou si par exemple, quand vous arrivez dans votre famille, que vous décidez de faire des cadeaux, faire des cadeaux reliés aux activités ou aux choses qu'ils aiment, sur lesquelles vous vous êtes renseigné auparavant, par exemple. Après, n'oubliez pas quand même que malgré les enfants, malgré la famille, etc., n'oubliez pas que c'est votre expérience avant tout, que c'est vous qui allez vivre la chose, que vous payez pour vivre cette chose-là. Il faut que les choses vous plaisent un minimum, voire un maximum, et que vous soyez dans un environnement qui vous fasse confiance. Voilà, donc ça c'était par rapport à comment ça se passe au niveau des premiers appels, etc. Ce que je conseille bien évidemment, c'est de parler. Mon Dieu, communiquer, c'est tellement important. Déjà que les appels, c'est pas forcément tout le temps relatif à ce qui peut s'apparenter comme la vraie expérience. Donc vraiment poser un maximum de questions au bout du deuxième, troisième appel, poser un maximum de questions. C'est gênant, mais ça fera partie de votre expérience. Et croyez-moi, si jamais vous n'êtes pas capable de poser ces questions-là, bien évidemment, il y a des questions que vous pouvez poser à l'ancienne fille au père si vous êtes en contact avec elle, tout ce qui concerne la voiture, les paiements des trajets, etc. Bon, c'est des questions que vous pouvez lui poser à elle, elle va vous répondre avec grand plaisir, j'imagine. Donc voilà. Mais la communication, c'est hyper important, que ce soit la communication téléphonique, mais aussi des messages. Quand vous avez matché avec la famille, essayez d'envoyer des messages, demandez comment ça va, etc. Essayez de commencer à créer un lien avant d'arriver, ça c'est aussi important. Si vous pouvez avoir un appel pour rencontrer les enfants, c'est aussi important, histoire qu'ils puissent mettre un visage sur votre prénom, qu'ils puissent aussi comprendre que la personne qu'ils ont actuellement va partir et que vous allez la remplacer. Ce qui fait que ça peut quand même éviter certains comportements nocifs que moi, du coup, j'ai pu avoir au début quand je suis arrivée. Parce que forcément les enfants ils changent de personne, ils ont suivi la personne pendant 1 an, ils ont créé des liens avec cette personne et c'est difficile pour eux aussi d'établir un changement. Voilà. Londres, pour moi, mon expérience personnelle, j'avais eu énormément d'appels, on s'était parlé beaucoup par message, etc. Ici, on avait eu un peu moins d'appels, un peu moins de messages, etc. Ce qui fait que je pense qu'en arrivant, j'avais pas forcément, que ce soit la famille ou moi, on n'avait pas forcément bien préparé entre guillemets la mise en lien, ce qui du coup a compliqué le début. Londres, c'était vraiment hyper fluide, hyper limpide. Voilà. Pour parler des taxes. Les taxes, c'est un sujet qui fâche, mais je dois quand même en parler. C'est important, c'est pas la chose la plus importante, surtout quand vous n'êtes pas sur place, parce que les taxes, ça arrivera dans votre processus de fille au père, mais c'est pas le plus important. Mais voilà. Pour parler des taxes. En gros, chaque année, vous allez devoir payer des taxes. Il y a beaucoup de filles au père qui ne les payent pas. Maintenant, à vous de voir si vous êtes capable de les payer ou pas, suivant votre conscience, entre guillemets. Moi, je sais que cette année, j'ai payé mes taxes. Probablement, l'année prochaine, je les payerai aussi, puisque moi, je compte rester un peu plus longtemps aux États-Unis. Et qu'une fois que vous payez pas vos taxes, en fait, au niveau du visa et tout, vous avez quand même des complications, puisque, ils voient que vous êtes déjà venu habiter aux États-Unis, que vous n'avez pas payé vos taxes. Donc, forcément, ils sont un peu en mode, soit tu payes tes taxes si tu veux accéder au pays, pour y vivre. Parce que bien évidemment, quand tu payes pas tes taxes, tu peux revenir en tant que voyageur. Mais par contre, tu pourras pas revenir pour refaire un visa de travail ou, enfin voilà. Si vous prévoyez de travailler aux États-Unis, je vous conseille de payer vos taxes. Après, encore une fois, il y a des expériences qui montrent qu'on peut passer à travers la trappe. Après, encore une fois, tout dépend de chacun, sa conscience, etc. En gros, les taxes, c'est tous les mois d'avril. Vous avez une deadline, donc une date limite pour payer vos taxes. C'est quand même un budget, surtout que nous on gagne pas assez, on gagne pas beaucoup en fonction de ce qu'on paye. Moi, honnêtement, de mon propre avis, de mon propre chef, je trouve ça débile que ce soit pas les familles qui payent les taxes, ou en tout cas qu'on n'ait pas un système qui permette qu'on paye pas de taxes en fait. Genre, je trouve ça ridicule que nous on doive payer des taxes avec notre petit revenu. Mais bon, pour raconter un petit peu les taxes. Donc c'est tous les mois d'avril. En général, les deadlines se trouvent à peu près vers le 14-20 avril, c'est-à-dire que fin avril, en gros, il faut que vous ayez payé vos taxes, si vous voulez être tranquille.
Les taxes, c'est un enfer parce que les agences ne peuvent pas vous aider. Il y a personne qui peut vous aider à remplir les papiers des taxes, puisqu'en général, il faut que ce soit des personnes certifiées pour vous aider à remplir les taxes. Sinon, ça peut paraître directement en illégal. Donc, eux, ils vont pas prendre le risque de vous aider. Pour les taxes, en général, ils vous donnent quand même un papier qui vous aide quand même grandement sur qu'est-ce qu'il faut remplir, les informations à mettre, etc. Mais aussi, tout simplement à vous aider, ouais, sur le processus, etc. Par exemple, pour vous donner une idée, donc moi je suis arrivée en fin août, donc le 31 août. En gros, ils calculent le nombre de jours où vous êtes resté et c'est sur une année. Donc moi j'ai payé mes taxes pour de septembre à décembre, donc 4 mois. Et pour vous donner une idée, j'ai payé 320 $, ce qui est beaucoup pour nous, mais ce qui est faisable. L'agence vous dit de garder à peu près 20 $ par semaine si à la fin vous voulez être capable de payer vos taxes sans devoir galérer en fait à les payer puisque vous avez plus de sous. Moi personnellement j'ai oublié de le faire. Je suis quand même quelqu'un qui dépense pas toute ma thune dans la semaine, donc j'avais quand même des sous pour payer mes taxes. Mais ça fait râler, mais une fois que c'est fait, je vous assure, vous êtes libre d'esprit et c'est très cool. Donc voilà. Mais donc l'année prochaine, vu que je vais arriver, par exemple, en fait le prochain avril, je vais devoir payer de janvier à décembre en fait, parce que j'aurais passé un an. Auquel cas, le prix des taxes va être augmenté. Je vous conseille pas de vous renseigner trop sur les taxes avant de venir parce que ça va vous embourber le cerveau. Vous avez autre chose à vous occuper avant votre départ ou en tout cas au niveau processus et tout, d'application pour les familles, machin. Donc les taxes, occupez-vous quand vous êtes arrivé là. En général, tout le monde s'y prend au dernier moment. Moi, je vous conseille pas de vous y prendre au dernier moment. Je vous conseille de regarder ça début mars, milieu mars, histoire que vous soyez pas hyper stressé et que vous ayez le temps d'économiser des sous pour payer vos taxes si vous voulez les payer. Voilà. Après, sachez que maintenant, avec les réformes politiques, etc., je ne sais pas si les taxes vont devenir vraiment surveillées, auquel cas, si vous devez absolument les payer. Comme je vous ai dit, chacun fait comme il veut. Moi, je les ai payés parce que, voilà, je compte rester vivre aux États-Unis plus longtemps, donc forcément, j'ai besoin de payer mes taxes pour rester sur le territoire, en tout cas pour faire des nouveaux visas. Maintenant, ceux qui viennent juste pour un an pour profiter de l'expérience et qui s'en vont n'ont pas besoin de payer de taxes. Si vous voulez pas revivre aux États-Unis, bon voilà. Après, je ne sais pas au niveau des voyages si dans plusieurs années, ça va être compté que vous n'allez pas payer vos taxes et que vous n'allez pas pouvoir venir visiter les États-Unis. Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Écoutez, on arrive un petit peu à la fin du podcast. J'ai parlé tellement longtemps, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes à savoir. J'espère que j'ai assez bien casé mes gros titres entre guillemets d'informations parce qu'il y a plein de sujets à aborder pour être fille au pair et c'est assez compliqué de tout trier. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent au processus pour devenir fille au pair, voilà, il faut avoir les caractéristiques, il faut créer son profil. Ensuite, une fois que le profil est finalisé par l'agence, c'est-à-dire permis validé, horaire de babysitting validé, etc., vous pouvez rentrer en contact avec les familles. Je tiens à préciser que pour les agences, c'est les familles qui viennent vers vous. Donc si vous n'avez pas de demande, vous pouvez venir vous pouvez appeler votre agence pour voir un petit peu comment ça se passe, si c'est grave ou pas. En général, voilà, il y a plein de filles qui attendent plusieurs mois avant d'avoir des demandes. Ce que moi, je trouve pas forcément bénéfique. Je trouve que, voilà, si au bout de un mois, vous avez toujours pas de demande, je vous conseille d'aller vers votre agence, même avant, parce que pour vous, c'est stressant. Et puis, suivant la date que vous avez prévue de votre départ, les choses avancent quand même assez rapidement, donc faut s'organiser. Ensuite, je vous conseille avec les processus de recherche, puisque sur les agences, c'est assez compliqué, sur les sites, les familles viennent vers vous et pas vous vers les familles, vous êtes obligé d'attendre qu'une demande se propose à vous. Je vous conseille de regarder aussi sur Facebook. Moi, je l'ai fait pour ma seconde année en renouvellement pour trouver une famille. Techniquement, vous pouvez faire un petit CV où juste vous mettez une photo de vous, une photo avec des enfants, c'est mieux. Mettez des petits cachets sur leur tête si jamais les parents ne veulent pas que les photos de leurs enfants soient affichées sur les réseaux. C'est important de penser aussi aux droits d'auteur, aux droits d'image, etc. Et postez ça sur tous les groupes de pairs que vous allez trouver. Vous tapez au pair groupe et là vous allez trouver sur plein de groupes de pairs. Postez vos CV sur tous les groupes et puis à la fin vous allez pouvoir rentrer en contact avec des familles qui vont arriver directement vers vous. Il faut savoir que des fois sur Facebook, il y a des familles qui sont intéressées par une famille au pair mais qui ne sont pas encore dans une agence, qui vont voir votre profil, qui va les intéresser et qui vont s'inscrire dans l'agence spécialement pour vous. Et après vous aurez juste à leur dire dans quelle agence vous vous êtes inscrit et leur donner un espèce de numéro d'identification que eux vont taper sur le site pour vous retrouver via le site et matcher avec vous via le site. Donc voilà, je trouve que Facebook, c'est une bonne idée comme processus parce que l'agence n'en parle pas, mais c'est vrai que ça peut être stressant quand on n'a pas de demande et Facebook, on peut rentrer avec eux sans forcément promettre rien du tout et ça peut être intéressant. Ensuite, une fois que on a trouvé notre famille, on match avec la famille, ce qui débloque certains papiers, ce qui va vous permettre de commencer Ensuite, vous matchez avec la famille.
ce qui va vous débloquer certains papiers, ce qui va vous permettre de commencer le démarrage de processus de visa. Vous faites votre visa, etc. Pendant que vous continuez la procédure de visa, si jamais vous avez un appartement, etc., renseignez-vous aussi pour couper tout ce qui est électricité, histoire que vous n'ayez pas à payer votre électricité en France si vous êtes aux États-Unis. Rendez votre appartement si vous voulez rendre votre appartement. Enfin bref, occupez-vous des papiers français, entre guillemets, tout ce qui concerne l'appartement, l'université si vous êtes à l'université, le lycée si vous êtes au lycée, etc., pour prévenir quand même les gens que vous partez. Ensuite, après le processus de tout ça, vous recevez votre visa, vous allez chercher votre visa, votre profil est complet, tout est complet. La dernière chose à compléter, c'est ce qui s'appelle la training school. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que cette chose est un peu inutile. Concrètement, c'est 3 jours de formation avant de partir, qui sera fait dans le dernier mois avant que vous partiez. C'est une chose qui est imposée par l'agence, qui vous permet de découvrir certains aspects, où vous allez devoir passer juste un mini-test dans les 3 jours d'aide. Vous savez, si par exemple un enfant s'étouffe, etc., de premiers secours. Mais encore une fois, tous les cours sont à faire avant de partir. Ne vous stressez pas là-dessus. Faites les processus des trucs administratifs et ensuite vous pourrez vous occuper de ça. De toute façon, l'agence va vous guider là-dessus au fur et à mesure. J'ai fini de parler de tout ça. Je referai sûrement un podcast pour donner des tips en tant qu'au pair parce que une fois qu'on est sur place, il y a encore plein de choses à s'occuper. Du point de vue d'une au pair actuelle, aider certaines ou certains. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous a motivé. C'est une expérience rentable pour ceux qui se demandent. Oui, il y a tellement d'avantages. Vous allez découvrir et voyager. Vous allez apprendre une nouvelle langue. Vous allez faire des rencontres qui vont constamment changer votre perception de la vie, votre perception de vous-même et votre perception des choses en général. Vous allez bénéficier d'une nouvelle expérience, que ce soit non seulement avec les enfants, mais sur le CV par rapport au niveau point de vue international. Vous allez vous former à l'indépendance et à l'autonomie vraiment énormément. Vous allez voir un nouveau point de vue et moi je vous conseille, c'est une expérience à faire pour soi-même qui est extrêmement enrichissante mentalement. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Bien évidemment, ça implique pas mal de courage et ça implique pas mal de choses. Mais voilà, c'est faisable. Il y a plein de gens qui le font. Même si 1 an, ça paraît énorme. En vrai, 1 an dans une vie, ça passe tellement vite. Et voilà, dans tous les cas, si jamais vous avez envie de vous jeter là-dedans, jetez-vous, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui hésitent, qui se posent des questions si c'est une bonne idée, etc. Franchement, ne pensez pas trop, jetez-vous, regardez vos avantages, et il y a toujours des avantages à pêcher dans ce genre d'expérience, donc vraiment foncez. J'espère que j'ai tout abordé, mon Dieu. J'ai parlé pendant plus de 2 heures. Waouh, je couperai sûrement peut-être au montage, je sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, foncez, je vous fais des gros bisous, profitez bien de votre journée. Ciao ciao à tout le monde, profitez bien de votre matinée, votre après-midi, votre goûter, votre nuit si vous êtes en train de vous coucher. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais profitez bien de votre journée et écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao ciao.